Pendant 2 millions d'années, l'Homo erectus domina 3 continents avec des cerveaux de 850 cm3, contrôlait le feu, fabriquait des outils en pierre et survécut à des ères glaciaires qui exterminèrent des dizaines d'autres espèces. Mais il y a environ 100 000 ans, cette espèce humaine qui semblait indestructible commença à disparaître des archives fossiles sans aucune catastrophe évidente. Et ce que la science a découvert sur cette disparition défie tout ce que nous pensions sur l'extinction et l'évolution humaine. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. Comment une espèce humaine qui a dominé la Terre pendant près de 2 millions d'années a-t-elle pu disparaître sans laisser de descendants directs parmi nous aujourd'hui? Voilà une question qui hante les paléoanthropologues depuis des décennies et qui nous invite à plonger dans l'une des énigmes les plus fascinantes de notre histoire évolutive. Imaginez un instant, pendant que vous lisez ces lignes, votre espèce, Homo sapiens, n'existe que depuis environ 300 000 ans. C'est un battement de cils à l'échelle géologique. Pourtant, nous nous considérons comme les maîtres incontestés de cette planète, comme l'aboutissement ultime de l'évolution humaine. Mais avant nous, bien avant nous, une autre espèce d'humain a régné sur la Terre pendant une durée si longue qu'elle dépasse l'entendement. Cette espèce, c'est Homo erectus, et son histoire est à la fois celle d'un triomphe extraordinaire et d'un mystère troublant. Homo erectus n'était pas un simple ancêtre primitif tapi dans l'ombre de notre grandeur. Non, c'était une espèce brillante, innovante, capable d'adaptations remarquables. Ces humains ont été les premiers à maîtriser le feu, les premiers à quitter le berceau africain pour conquérir l'Asie et peut-être même l'Europe. Ils ont survécu à des bouleversements climatiques catastrophiques, à des changements environnementaux drastiques, à la compétition avec d'innombrables prédateurs. Pendant 2 millions d'années, ils ont prospéré, évolué, dominé. Et puis, mystérieusement, ils ont disparu. Leur extinction soulève des questions vertigineuses. Comment une espèce si résiliente, si bien adaptée, si largement répandue a-t-elle pu s'éteindre? Était-ce la faute du climat, d'une catastrophe naturelle, ou bien est-ce nous, Homo sapiens, qui avons causé leur perte? Ont-ils été exterminés, assimilés ou simplement dépassés par une forme d'humanité plus évoluée? La réponse, comme nous allons le découvrir, est probablement plus complexe et plus nuancée que tout ce que nous pourrions imaginer. Aujourd'hui, les scientifiques du monde entier fouillent inlassablement le sol de la planète à la recherche de fossiles, d'outils, de traces de foyers anciens. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Chaque fragment d'os, chaque silex taillé, chaque couche de sédiments analysés nous révèle un peu plus sur ces humains qui nous ressemblaient tant et qui pourtant n'ont pas survécu. Leur histoire est notre histoire. Leur disparition nous rappelle que même les espèces les plus prospères ne sont pas à l'abri de l'extinction. Dans le vaste arbre généalogique de l'humanité, Homo erectus occupe une place centrale, presque mythique. C'est l'espèce qui a fait le pont entre nos ancêtres simiesques et les humains modernes. C'est celle qui a démontré pour la première fois que les humains pouvaient non seulement survivre, mais prospérer dans des environnements variés, des savanes africaines aux forêts tropicales asiatiques, des plaines arides aux régions tempérées. C'est celle qui a prouvé que l'intelligence, la coopération et l'innovation technologique pouvaient permettre à une espèce de dominer son environnement pendant des millénaires. Mais le succès d'Homo erectus rend sa disparition encore plus énigmatique. Si cette espèce était si bien adaptée, si résiliente, pourquoi n'existe-t-elle plus aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-elle pas survécu comme nous? Qu'est-ce qui a finalement eu raison d'elle? Ces questions nous obligent à réfléchir non seulement sur le passé, mais aussi sur notre propre avenir. Car si Homo erectus, malgré tous ses succès, a fini par disparaître, qu'est-ce qui nous garantit que nous, Homo sapiens, ne connaîtrons pas le même sort? L'histoire d'Homo erectus commence il y a environ 2 millions d'années en Afrique de l'Est. À cette époque, le continent africain était un laboratoire de l'évolution humaine. Plusieurs espèces d'hominidés coexistaient, chacune explorant une voie évolutive différente. Certaines étaient spécialisées dans la consommation de végétaux coriaces, avec des mâchoires massives et des dents robustes. D'autres, plus graciles, commençaient à intégrer davantage de viande dans leur alimentation. C'est dans ce contexte de diversité et de compétition qu'Homo erectus fait son apparition. Les premiers fossiles attribués à Homo erectus ont été découverts en Afrique de l'Est, dans des régions comme la vallée du Grand Rift, ce gigantesque système de failles qui a joué un rôle crucial dans l'évolution humaine. Ces fossiles révèlent une espèce radicalement différente de ses prédécesseurs. Homo erectus était grand, beaucoup plus grand que les australopithèques qui l'avaient précédé.
Un mâle adulte pouvait mesurer entre 1,60 m et 1,80 m, une taille comparable à celle de nombreux humains modernes. Cette stature imposante lui conférait des avantages considérables dans la savane africaine. Mais ce n'était pas seulement la taille qui distinguait Homo erectus, c'était toute sa morphologie, toute son anatomie qui témoignait d'une nouvelle forme d'humanité. Son crâne était plus allongé que celui de ses ancêtres, avec une voûte crânienne plus haute. Son cerveau, bien que plus petit que le nôtre, était nettement plus volumineux que celui des australopithèques, atteignant en moyenne 900 cm3 contre 600 pour les espèces antérieures. Cette augmentation de la capacité crânienne n'était pas anodine. Elle signifiait plus de neurones, plus de connexions synaptiques, plus de capacités cognitives. Le visage d'Homo erectus présentait des caractéristiques distinctives qui permettent aux paléoanthropologues de l'identifier facilement. Au-dessus des yeux, un bourrelet osseux proéminent formait un torus sus-orbitaire marqué, donnant à ces humains un regard intense et profond. Leur mâchoire était encore robuste, mais moins prognate que celle de leurs ancêtres, indiquant une évolution vers une face plus plate, plus humaine. Leurs dents, bien que toujours puissantes, étaient plus petites, suggérant un changement dans le régime alimentaire et peut-être l'utilisation du feu pour ramollir la nourriture. Mais c'est le squelette post-crânien, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous le crâne, qui révèle les adaptations les plus remarquables d'Homo erectus. Pour la première fois dans l'histoire de l'évolution humaine, nous voyons apparaître un corps entièrement adapté à la bipédie permanente et à la marche sur de longues distances. Les jambes d'Homo erectus étaient longues et droites, avec des articulations de la hanche, du genou et de la cheville optimisées pour une locomotion efficace. Le bassin était étroit, les pieds présentaient une voûte plantaire bien développée, et la colonne vertébrale montrait les courbures caractéristiques des marcheurs bipèdes accomplis. Cette morphologie n'était pas le fruit du hasard. Elle était le résultat d'une pression sélective intense dans un environnement en mutation. Il y a 2 millions d'années, l'Afrique de l'Est connaissait des transformations climatiques majeures. Les forêts denses reculaient progressivement, remplacées par des savanes ouvertes parsemées d'arbres isolés. Dans ce nouvel environnement, les capacités de déplacement devenaient cruciales. Les espèces capables de parcourir de grandes distances pour trouver de la nourriture, de l'eau et des partenaires sexuels avaient un avantage considérable sur celles qui restaient confinées à de petits territoires. Homo erectus était parfaitement équipé pour ce nouveau monde. Ses longues jambes lui permettaient de marcher pendant des heures sans fatigue excessive, couvrant des distances que ses ancêtres n'auraient jamais pu parcourir. Cette endurance à la marche ouvrait des possibilités extraordinaires. Elle permettait d'explorer de nouveaux territoires, de suivre les migrations des troupeaux d'herbivores, de fuir les prédateurs ou les groupes rivaux, d'établir des réseaux sociaux étendus avec d'autres groupes d'Homo erectus. En somme, elle donnait à cette espèce une mobilité sans précédent dans l'histoire des hominidés. Mais la morphologie ne fait pas tout. Ce qui rendait Homo erectus vraiment unique, c'était la combinaison de son corps adapté à la marche avec un cerveau en expansion et des capacités cognitives en développement. Ces humains n'étaient pas de simples machines à marcher. Ils réfléchissaient, planifiaient, innovaient, ils fabriquaient des outils, coopéraient pour chasser, partageaient la nourriture, prenaient soin de leurs malades et de leurs blessés. Ils étaient, en un sens, les premiers véritables humains, les premiers à posséder cette combinaison unique de traits physiques et mentaux qui allait définir notre lignée. Chers voyageurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous remontons le temps pour découvrir l'histoire fascinante d'Homo erectus, cette espèce humaine qui a dominé la planète pendant 2 millions d'années avant de disparaître mystérieusement. Mais avant de partir pour cette nouvelle aventure, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bienvenue dans l'univers d'Homo erectus, le premier conquérant du monde. Les origines précises d'Homo erectus restent débattues parmi les scientifiques. Certains pensent que cette espèce descend directement d'Homo habilis, cet hominidé plus petit et plus primitif qui vivait en Afrique de l'Est il y a 2 millions d'années, environ 2,5 millions d'années. Homo habilis, dont le nom signifie homme habile, était déjà un fabricant d'outils, créant des instruments de pierre simples en frappant des galets pour obtenir des éclats tranchants. C'était un début prometteur, mais Homo erectus allait pousser cette innovation bien plus loin. D'autres chercheurs suggèrent une relation plus complexe, avec peut-être une espèce intermédiaire encore mal connue, ou même plusieurs lignées évolutives parallèles. Les fossiles de cette période sont fragmentaires, dispersés,
difficile à interpréter. Chaque nouvelle découverte peut bouleverser notre compréhension de l'arbre généalogique humain. Ce qui est certain, c'est qu'aux alentours de moins 2 millions d'années, Homo erectus était bien établi en Afrique de l'Est et que cette espèce représentait un bond évolutif majeur par rapport à tout ce qui l'avait précédé. L'environnement dans lequel évoluait Homo erectus était à la fois hostile et généreux. La savane africaine de cette époque grouillait de vie. Des troupeaux immenses d'antilopes, de zèbres primitifs, d'éléphants anciens parcouraient les plaines herbeuses. Des girafes au long cou broutaient les feuilles des acacias. Des rhinocéros, des hippopotames, des cochons sauvages fouillaient la terre à la recherche de racines et de tubercules. Mais cette abondance de vie herbivore attirait aussi une cohorte impressionnante de prédateurs. Des lions, des léopards, des guépards, des hyènes et même des félins à dents de sabre chassaient sans relâche, transformant la savane en un théâtre permanent de la vie et de la mort. Dans ce monde dangereux, Homo erectus n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Loin de là. Ces humains étaient des proies potentielles pour de nombreux carnivores et ils devaient constamment rester vigilants. Mais ils possédaient un atout que peu d'autres animaux pouvaient revendiquer. Un cerveau capable de stratégie, de planification, de créativité. Plutôt que de compter uniquement sur la force physique ou la vitesse, Homo erectus développait des tactiques de survie sophistiquées. La coopération au sein du groupe, la communication, l'utilisation d'outils et éventuellement la maîtrise du feu allaient transformer ces primates vulnérables en l'une des espèces les plus redoutables de la savane. Le cerveau d'Homo erectus mérite une attention particulière car c'est lui qui explique en grande partie le succès extraordinaire de cette espèce. Avec une capacité crânienne moyenne de 900 cm3 et atteignant jusqu'à 1100 cm3 chez les spécimens les plus récents, le cerveau d'Homo erectus était substantiellement plus grand que celui de ses ancêtres, mais encore nettement inférieur au nôtre qui avoisine en moyenne 1400 cm3. Pourtant, cette différence de taille ne doit pas nous faire sous-estimer les capacités cognitives d'Homo erectus. La taille du cerveau n'est qu'un indicateur parmi d'autres de l'intelligence. Ce qui compte vraiment, c'est l'organisation interne du cerveau, la densité des connexions neuronales, la structure du cortex préfrontal. Or, les moulages endocrâniens, ces empreintes de l'intérieur du crâne qui nous renseignent sur la forme du cerveau, suggèrent que Homo erectus possédait déjà des régions cérébrales développées associées à la planification, au langage et à la pensée abstraite. Son lobe frontal, en particulier, montrait un développement accru par rapport aux espèces antérieures, indiquant des capacités accrues de contrôle des impulsions, de planification à long terme et de résolution de problèmes complexes. Cette évolution du cerveau n'était pas gratuite sur le plan énergétique. Le cerveau humain, bien qu'il ne représente que 2% du poids du corps, consomme environ 20% de l'énergie totale. Pour Homo erectus, nourrir ce cerveau gourmand nécessitait un apport calorique substantiel et régulier. Cela a eu des conséquences profondes sur le comportement alimentaire de l'espèce. Les fruits et les végétaux, qui constituaient probablement la base de l'alimentation des australopithèques, n'étaient plus suffisants. Homo erectus avait besoin de sources d'énergie plus denses, plus riches en calories et en protéines. La viande devenait non plus un complément occasionnel, mais une composante essentielle du régime alimentaire. Cette transition vers une alimentation plus carnivore a marqué un tournant dans l'évolution humaine. Elle a nécessité de nouvelles stratégies de subsistance, de nouveaux comportements, de nouvelles technologies. Homo erectus devait maintenant rivaliser avec les carnivores professionnels pour accéder aux carcasses. Il devait chasser activement, piéger, traquer, et pour cela, il devait fabriquer des outils plus sophistiqués que les simples galets taillés de ses prédécesseurs. C'est ainsi que naît la technologie acheuléenne, l'une des innovations les plus durables de l'histoire humaine. Les outils acheuléens, du nom du site de Saint-Acheul en France où ils ont été découverts pour la première fois, représentent un progrès technologique considérable. L'outil signature de cette culture est le biface, une pierre taillée sur les deux faces pour créer un tranchant périphérique et une forme symétrique, souvent en amande ou en larme. La fabrication d'un biface nécessite une vision tridimensionnelle de l'objet final, une planification des séquences de percussion, une coordination œil-main précise. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par hasard ou par imitation mécanique. Cela requiert de la réflexion, de la pratique,
de l'enseignement. Un biface bien fait est une merveille d'ingénierie préhistorique. Les deux faces sont travaillées de manière équilibrée, les bords sont réguliers et tranchants, la symétrie est souvent remarquable. Certains bifaces montrent un tel degré de raffinement qu'ils dépassent largement les besoins purement fonctionnels. Ils témoignent peut-être d'une esthétique naissante, d'un sens de la beauté, ou alors d'un désir de démonstration sociale, une façon pour un individu de prouver son savoir-faire et son statut au sein du groupe. Quoi qu'il en soit, ces outils révèlent des capacités cognitives sophistiquées. Mais à quoi servaient exactement ces bifaces? Les archéologues ont longtemps débattu de cette question. Les hypothèses sont multiples. Certains bifaces pouvaient servir de couteaux polyvalents pour dépecer les animaux, découper la viande, racler les peaux. D'autres pouvaient être utilisés comme haches pour abattre des arbres ou creuser le sol. Certains étaient peut-être des armes de jet ou de combat. D'autres encore n'étaient peut-être que des noyaux, des réserves de pierres dont on détachait des éclats tranchants selon les besoins. La vérité est probablement que les bifaces servaient à de multiples usages et que leur polyvalence était précisément leur force. Outre les bifaces, Homo erectus fabriquait toute une panoplie d'outils, des hachereaux, des racloirs, des pointes, des percuteurs. Chaque outil était adapté à une tâche spécifique et chaque fabrication démontrait une compréhension approfondie des propriétés des matériaux. Homo erectus savait choisir les bonnes pierres, reconnaître celles qui se tailleraient bien, prévoir comment la pierre se casserait sous les percussions. Cette connaissance ne s'acquérait pas du jour au lendemain. Elle nécessitait des années d'apprentissage, des générations de transmission culturelle. Et cela nous dit quelque chose de fondamental sur la société d'Homo erectus, à savoir qu'elle était capable d'éducation, de transmission de savoir, de culture. La fabrication d'outils impliquait aussi des interactions sociales complexes. Il fallait probablement que les jeunes observent les anciens, que les apprentis pratiquent sous la supervision des experts, que les erreurs soient corrigées, que les réussites soient encouragées. Ce processus d'apprentissage social créait des liens au sein du groupe, renforçait la cohésion, établissait des hiérarchies basées sur la compétence. Les meilleurs tailleurs de pierre jouissaient probablement d'un statut élevé, car leurs outils étaient essentiels à la survie de tous. Et puis il y a le feu. La maîtrise du feu par Homo erectus est l'un des événements les plus significatifs de l'histoire humaine. Le feu n'est pas seulement une source de chaleur et de lumière, c'est un outil de transformation, une technologie qui permet de modifier profondément l'environnement et le mode de vie. Avec le feu, Homo erectus pouvait se protéger du froid, éloigner les prédateurs, cuire la nourriture, durcir les pointes de lance en bois, créer des zones de rassemblement social. Le feu changeait tout. La question de savoir quand exactement Homo erectus a commencé à maîtriser le feu reste controversée. Les preuves les plus anciennes et les plus incontestées de l'utilisation contrôlée du feu datent d'environ 1 million d'années, avec des foyers découverts en Afrique du Sud et au Kenya. Cependant, certains chercheurs suggèrent que la maîtrise du feu pourrait remonter encore plus loin, peut-être à 1,5 million d'années. Les indices sont ténus, vestiges de terre brûlée, os calcinés, mais ils ouvrent la possibilité fascinante qu'Homo erectus ait domestiqué le feu très tôt dans son histoire évolutive. Allumer un feu n'est pas évident. Nos ancêtres devaient d'abord apprendre à conserver le feu, à l'entretenir, à le transporter. Le feu naturel, causé par la foudre ou les éruptions volcaniques, devait être capturé et préservé jalousement. Un groupe qui perdait son feu pouvait se retrouver dans une situation critique, surtout dans les régions froides ou pendant la nuit. Avec le temps, certains individus ont probablement découvert comment créer le feu par friction de bois ou percussion de pierre. Ces techniques demandaient de la patience, de l'habileté et une compréhension intuitive de la physique. Une fois maîtrisées, elles donnaient une autonomie extraordinaire. Le feu avait des implications nutritionnelles majeures. La cuisson ramollit la viande et les végétaux, les rend plus faciles à mâcher et à digérer. Elle tue aussi les parasites et les bactéries pathogènes, réduisant les risques de maladies. Plus important encore, la cuisson libère davantage de calories et de nutriments. Des tubercules crus peuvent être difficiles à digérer et fournir peu d'énergie. Les mêmes tubercules cuits deviennent une excellente source de calories. Cette augmentation de l'efficacité énergétique de l'alimentation a pu contribuer à supporter les coûts métaboliques d'un cerveau en expansion. Certains anthropologues, comme Richard Wrangham, vont jusqu'à suggérer que la cuisson a été un facteur déterminant dans l'évolution humaine, permettant la réduction de la taille de l'appareil digestif et l'augmentation simultanée de la taille du cerveau. Selon cette théorie,
Homo erectus, en maîtrisant le feu et la cuisson, a déclenché une cascade de changements anatomiques et physiologiques qui ont pavé la voie à l'émergence des espèces humaines ultérieures. La théorie est séduisante, mais elle reste débattue. Ce qui est certain, c'est que le feu a conféré à Homo erectus un avantage immense dans la lutte pour la survie. Le feu transformait aussi la structure sociale. Un foyer devient naturellement un point de rassemblement, un lieu où le groupe se réunit le soir, partage la nourriture, raconte des histoires, renforce les liens sociaux. Autour du feu, protégés de l'obscurité et du froid, les premiers humains pouvaient consacrer du temps à des activités non directement liées à la subsistance. Ils pouvaient fabriquer des outils, préparer des pots, discuter de stratégies de chasse, enseigner aux jeunes. Le feu étendait la journée productive au-delà du coucher du soleil, offrant des heures précieuses pour la culture et la transmission du savoir. On imagine facilement ces scènes, il y a 1,5 million d'années. Un groupe d'Homo erectus, une vingtaine d'individus peut-être, installés dans un campement temporaire près d'une rivière. Le soleil se couche sur la savane africaine, teintant le ciel de rouge et d'orange. Les ombres s'allongent. Les bruits de la journée, chants d'oiseaux, beuglements de troupeaux, cèdent la place aux sons nocturnes, grondements lointains de félins, rires stridents de hyènes. Mais autour du feu, le groupe est en sécurité. Les flammes dansantes tiennent l'obscurité à distance. Les adultes débitent la carcasse d'un gnou tué dans l'après-midi, pendant que les morceaux de viande grésillent sur les braises. Les enfants jouent à proximité, sous l'œil vigilant des anciens. Un vieux mâle, le visage marqué par les années, raconte peut-être dans un proto-langage de gestes et de sons l'histoire d'une chasse mémorable. Et tous écoutent, apprennent, transmettent. Cette capacité à transmettre l'information, à enseigner, à apprendre était cruciale. Homo erectus ne comptait pas sur l'instinct seul pour survivre. Chaque génération devait acquérir un corpus immense de connaissances, où trouver l'eau en saison sèche, quelle plante était comestible, comment traquer tel ou tel animal, comment fabriquer tel ou tel outil. Cette accumulation culturelle, cette transmission intergénérationnelle de savoir est une caractéristique fondamentalement humaine. Et Homo erectus la possédait déjà, il y a 2 millions d'années. La structure sociale d'Homo erectus nous échappe en grande partie. Les fossiles ne parlent pas de sentiments, de relations, de conflits ou d'alliances. Mais en comparant avec nos plus proches parents vivants, les chimpanzés et les bonobos, et avec les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes, nous pouvons faire des inférences raisonnables. Homo erectus vivait probablement en groupes de taille variable, peut-être 20 à 50 individus, liés par des relations de parenté. Ces groupes étaient sans doute flexibles, avec des individus qui pouvaient se séparer et se reformer selon les circonstances, les ressources disponibles, les tensions internes. La coopération était essentielle. Chasser de grands animaux, défendre le territoire contre des prédateurs ou des groupes rivaux, prendre soin des jeunes et des malades, tout cela nécessitait un effort collectif. Et la coopération implique la communication. Homo erectus devait posséder un système de communication plus sophistiqué que celui de ses ancêtres. Peut-être pas un langage articulé comme le nôtre, avec sa grammaire complexe et son vocabulaire étendu, mais certainement un proto-langage combinant gestes, expressions faciales, vocalisation. Ce système permettait de coordonner les actions, de partager les informations, de renforcer les liens sociaux. L'anatomie d'Homo erectus offre quelques indices sur ses capacités linguistiques. La forme de la base du crâne suggère que la position du larynx était déjà descendue par rapport au grand singe, permettant une gamme plus large de sons vocalisés. Cependant, la structure du canal rachidien, qui abrite les nerfs contrôlant le diaphragme et la respiration, était encore relativement simple, ce qui implique peut-être un contrôle respiratoire moins fin que le nôtre, et donc des capacités vocales limitées. Le débat reste ouvert, mais il est clair qu'Homo erectus communiquait d'une manière ou d'une autre et que cette communication était suffisamment efficace pour permettre la transmission culturelle et la coopération complexe. Les preuves archéologiques suggèrent aussi qu'Homo erectus prenait soin de ses membres vulnérables. Des fossiles montrent des individus qui ont survécu à des blessures graves, fractures consolidées, maladies débilitantes, qui n'auraient pu survivre sans l'aide du groupe. Un célèbre spécimen du Kenya, un crâne montrant les signes d'une hypervitaminose A, probablement causée par la consommation excessive de foie de carnivores, a survécu assez longtemps pour que les lésions osseuses se développent, ce qui implique que cet individu malade a été nourri et protégé par son groupe. De tels comportements de soins révèlent de l'empathie, de l'altruisme, une structure sociale solidaire. La vie d'Homo erectus n'était certainement pas facile. Le taux de mortalité infantile était probablement élevé. Les blessures lors de la chasse,
les infections, les parasites, les périodes de disette, tout cela contribuait à une espérance de vie relativement courte. Rares étaient ceux qui atteignaient 40 ans. La plupart mouraient bien avant. Et pourtant, malgré ces conditions difficiles, Homo erectus a prospéré. La population a augmenté, s'est dispersée, a colonisé de nouveaux territoires. Et c'est là que commence l'un des chapitres les plus extraordinaires de l'histoire d'Homo erectus, sa migration hors d'Afrique. Il y a environ 1 900 000 ans, peut-être plus tôt, des groupes d'Homo erectus ont commencé à quitter le berceau africain. Les raisons de cette migration restent spéculatives. Peut-être la pression démographique, avec trop de groupes se disputant les mêmes territoires. Peut-être des changements climatiques rendant certaines régions moins hospitalières. Peut-être simplement la curiosité, l'envie d'explorer ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Quelle qu'en soit la raison, Homo erectus s'est lancé dans l'une des plus grandes aventures de l'histoire humaine, la colonisation de l'Eurasie. Les premiers fossiles d'Homo erectus en dehors de l'Afrique ont été découverts en Asie. Le célèbre homme de Java, découvert à la fin du XIXe siècle par Eugène Dubois, a longtemps été considéré comme l'un des plus anciens représentants de l'espèce hors d'Afrique, avec un âge estimé à environ 1 million d'années. Mais des découvertes plus récentes en Géorgie, sur le site de Dmanisi, ont repoussé cette date de manière spectaculaire. Les fossiles de Dmanisi, datant d'environ 1 800 000 ans, représentent certains des plus anciens hominidés jamais trouvés en Eurasie. Les hominidés de Dmanisi sont fascinants. Ils présentent un mélange de traits primitifs et évolués. Leur capacité crânienne est relativement petite, autour de 600 à 700 cm3, plus proche d'Homo habilis que des Homo erectus africains plus tardifs. Leur stature est également plus petite. Ces caractéristiques ont amené certains chercheurs à suggérer qu'ils représentent une vague migratoire précoce, une population qui a quitté l'Afrique avant que les caractéristiques classiques d'Homo erectus ne soient pleinement établies. D'autres préfèrent y voir une variante régionale d'Homo erectus, ou même une espèce distincte, Homo georgicus. Quoi qu'il en soit, la présence d'hominidés à Dmanisi, à la frontière entre l'Europe et l'Asie, il y a près de 2 millions d'années, est une découverte capitale. Elle nous dit qu'Homo erectus, ou un ancêtre proche, a réussi à traverser le Proche-Orient, à franchir des barrières géographiques, à s'adapter à des climats plus tempérés que ceux de l'Afrique tropicale. Ce n'était pas une mince affaire. Le voyage de l'Afrique de l'Est jusqu'au Caucase couvre des milliers de kilomètres, traverse des déserts, des montagnes, des rivières. Il nécessite une capacité d'adaptation extraordinaire, une résilience face à l'inconnu. De Dmanisi, les descendants d'Homo erectus ont continué leur expansion. Vers l'est, ils ont atteint la Chine, où le célèbre homme de Pékin a été découvert dans les grottes de Zhukudian. Ces fossiles, datant d'environ 750 000 à 300 000 ans, montrent une population bien établie, maîtrisant le feu, chassant le cerf et d'autres grands mammifères. Vers le sud-est, Homo erectus a colonisé Java et d'autres îles de l'Asie du Sud-Est. Certains spécimens de Java sont parmi les plus récents connus, avec des dates descendant jusqu'à environ 100 000 ans, voire plus tard selon certaines estimations controversées. Cette extraordinaire dispersion géographique démontre l'adaptabilité remarquable d'Homo erectus. Cette espèce a survécu dans des environnements extrêmement variés, des plaines arides de l'Afrique de l'Est aux forêts tempérées de Chine, en passant par les régions subtropicales d'Asie du Sud-Est. Chaque environnement présentait ses propres défis, ses propres ressources, ses propres prédateurs. Et à chaque fois, Homo erectus a trouvé un moyen de s'adapter, de survivre, de prospérer. Cette capacité d'adaptation était en grande partie due à la culture, à la technologie, à l'intelligence. Contrairement aux animaux qui dépendent principalement de leurs adaptations biologiques, mâchoires puissantes, griffes acérées, fourrure épaisse, Homo erectus pouvait modifier son comportement, inventer de nouvelles techniques, fabriquer de nouveaux outils. Si l'environnement devenait plus froid, il pouvait utiliser le feu pour se réchauffer, confectionner des vêtements en peau. Si le gibier se faisait rare, il pouvait diversifier son alimentation, se tourner vers la pêche, la cueillette intensive. Cette flexibilité comportementale était une arme évolutive puissante. Mais la migration d'Homo erectus hors d'Afrique soulève aussi des questions intrigantes. Comment ces groupes maintenaient-ils le contact ou au contraire, perdaient-ils tout lien avec les populations africaines? Y avait-il des échanges génétiques entre les différentes populations ou évoluaient-elles de manière isolée? Les preuves fossiles suggèrent une diversité morphologique considérable parmi les populations d'Homo erectus. Les spécimens africains diffèrent de ceux d'Asie, et au sein même de l'Asie, il existe des variations régionales. Cette diversité pourrait refléter des adaptations locales, des dérivés génétiques, ou même une spéciation en cours.
Certains paléoanthropologues préfèrent d'ailleurs subdiviser Homo erectus en plusieurs espèces distinctes. Ils proposent de réserver le nom Homo erectus aux fossiles asiatiques et de donner d'autres noms aux fossiles africains et géorgiens. Homo ergaster pour les formes africaines anciennes, Homo georgicus pour les fossiles de Dmanisi, et ainsi de suite. D'autres chercheurs pensent que toutes ces variations peuvent être accommodées au sein d'une seule espèce polymorphe, Homo erectus sensu lato. Le débat taxonomique est complexe et souvent technique, mais il reflète une réalité biologique importante. Homo erectus était une espèce variable, dispersée, évoluant dans des directions légèrement différentes selon les régions. Pendant près de 2 millions d'années, Homo erectus a été l'espèce humaine dominante sur la planète. Des savanes africaines aux forêts asiatiques, ces humains ont prospéré, évolué, innové. Ils ont été témoins de changements climatiques majeurs, de l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires, de l'émergence et de la disparition de nombreuses espèces animales. Et pendant tout ce temps, ils ont maintenu leur culture acheuléenne, fabriquant leurs bifaces caractéristiques, maîtrisant le feu, chassant en groupes organisés. Cette stabilité culturelle est remarquable. Sur des centaines de milliers d'années, les outils d'Homo erectus sont restés essentiellement les mêmes. Un biface fabriqué il y a 1,5 million d'années est presque identique à un biface fabriqué 500 000 ans plus tard. Cette stase technologique contraste fortement avec l'accélération des innovations que nous observons chez les humains modernes. Chez nous, les technologies évoluent en quelques décennies, voire quelques années. Chez Homo erectus, elles restaient inchangées pendant des centaines de millénaires. Certains y voient le signe d'une intelligence limitée, d'un manque de créativité. Mais c'est peut-être une interprétation injuste. La stabilité peut aussi refléter l'efficacité. Si un outil fonctionne parfaitement pour les tâches requises, pourquoi le changer ? Les bifaces d'Homo erectus étaient polyvalents, durables, faciles à fabriquer avec un minimum d'entraînement. Ils représentaient une solution optimale aux problèmes de la vie quotidienne. De plus, la transmission culturelle chez Homo erectus était peut-être plus conservatrice que chez nous, privilégiant la fidélité à la tradition plutôt que l'innovation. Dans un monde où la survie dépendait de connaissances éprouvées, la prudence avait sa valeur. Et pourtant, Homo erectus n'était pas complètement figé. Des innovations apparaissaient, lentement mais sûrement. La maîtrise du feu s'est perfectionnée. Les techniques de chasse se sont sophistiquées. Certains sites archéologiques suggèrent l'utilisation de structures d'habitat, des cercles de pierre qui pourraient représenter les bases de huttes ou de coupe-vent. D'autres sites montrent des concentrations d'outils et d'ossements qui évoquent des campements organisés avec des zones distinctes pour différentes activités. Ces indices, bien que ténus, dessinent l'image d'une société de plus en plus complexe. La chasse était au cœur de la vie d'Homo erectus. Des sites archéologiques révèlent des accumulations d'ossements de grands herbivores, éléphants, rhinocéros, buffles, associés à des outils de pierre. Ces concentrations suggèrent que les groupes d'Homo erectus s'attaquaient régulièrement à de grosses proies, soit en les chassant activement, soit en récupérant les carcasses des animaux tués par d'autres prédateurs. La distinction entre chasse et charognage est difficile à établir à partir des seuls fossiles, et la vérité est probablement que Homo erectus pratiquait les deux, selon les opportunités. Chasser un éléphant ou un rhinocéros n'est pas une mince affaire. Ces animaux sont énormes, dangereux, capables d'écraser ou d'encorner un humain imprudent. Mais ils représentent aussi une récompense énorme, des centaines de kilos de viande, de la graisse, des os, de la peau. Une seule carcasse pouvait nourrir un groupe pendant des jours, voire des semaines si la viande était séchée ou fumée. Pour réussir de telles chasses, Homo erectus devait agir collectivement, coordonner les actions de plusieurs individus, planifier l'approche, anticiper les mouvements de l'animal. C'était un exercice de coopération et d'intelligence. Les stratégies de chasse variaient probablement selon les proies et les environnements. Pour des animaux rapides comme les antilopes, des techniques de traque patiente et d'embuscade étaient nécessaires. Pour des animaux plus lents mais dangereux comme les rhinocéros, l'isolement d'un individu du troupeau, suivi d'une attaque coordonnée, pouvait être la tactique privilégiée. L'utilisation du feu pour rabattre le gibier vers des falaises ou des marécages est une possibilité fascinante, bien que difficile à prouver archéologiquement. Quoi qu'il en soit, ces chasses nécessitaient une communication efficace, un leadership, une répartition des rôles. Qui dirige, qui encercle, qui porte le coup fatal. Toutes ces décisions devaient être prises rapidement, parfois dans le feu de l'action. Outre la chasse, la cueillette restait une source importante de calories. Les tubercules, les fruits, les noix, les graines, les jeunes pousses, tout cela complétait le régime carnivore.
Les femmes et les enfants participaient probablement davantage à la cueillette, tandis que les hommes se concentraient sur la chasse, bien que cette division du travail ne soit qu'une hypothèse basée sur l'analogie avec les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes. Dans la réalité préhistorique, les rôles étaient peut-être moins rigides, plus fluides. La vie d'Homo erectus suivait probablement un rythme saisonnier. En saison des pluies, quand les ressources abondaient, les groupes pouvaient se permettre de rester plus longtemps au même endroit, exploitant intensivement un territoire riche. En saison sèche, quand l'eau et la nourriture se raréfiaient, ils devaient devenir nomades, suivre les migrations des troupeaux, chercher les points d'eau permanents. Cette mobilité saisonnière nécessitait une connaissance approfondie du territoire, une mémoire spatiale excellente, une capacité à planifier les déplacements longtemps à l'avance. Les relations entre groupes d'Homo erectus nous échappent largement. Étaient-ils amicaux, échangeant des informations et des individus pour éviter la consanguinité? Ou bien étaient-ils hostiles, se disputant violemment les territoires et les ressources, probablement un peu des deux. L'analyse génétique, qui pourrait nous éclairer sur ces questions, est malheureusement impossible pour Homo erectus. Aucun ADN de cette espèce n'a été récupéré, et il est peu probable qu'il le soit jamais, car l'ADN se dégrade rapidement, et les fossiles d'Homo erectus sont beaucoup trop anciens. Nous sommes donc réduits aux spéculations, informées par l'anthropologie et la primatologie. Chez les chimpanzés, nos plus proches cousins, les relations entre groupes sont souvent belliqueuses. Les mâles patrouillent les frontières territoriales, attaquent les individus isolés des groupes voisins, parfois les tuent. Ces comportements violents sont peut-être ancestraux, hérités d'un ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés. Si c'est le cas, Homo erectus pourrait avoir montré des comportements similaires. Mais les humains modernes, contrairement aux chimpanzés, pratiquent aussi la coopération intergroupe, les alliances, les échanges. Peut-être ces comportements aussi étaient-ils présents chez Homo erectus, au moins sous une forme rudimentaire. Un aspect fascinant de la dispersion d'Homo erectus est son arrivée en Asie insulaire. Java, aujourd'hui une île de l'archipel indonésien, était reliée au continent asiatique pendant les périodes glaciaires, lorsque le niveau des mers était plus bas. Mais d'autres îles, comme Flores, étaient séparées du continent par des détroits d'eau profonde, même pendant ces périodes. Or, des outils de pierre anciens ont été découverts sur Flores, datant de plus d'1 million d'années. Comment Homo erectus a-t-il franchi ces bras de mer? La traversée d'un détroit, même étroit, représente un défi considérable pour des hominidés sans technologie maritime avancée. Il est peu probable qu'Homo erectus ait construit des bateaux ou des radeaux sophistiqués, mais des traversées accidentelles ne sont pas impossibles. Un groupe emporté par un tronc d'arbre flottant après une tempête, ou dérivant sur un amas de végétation détachée, aurait pu atteindre une île. De tels événements seraient rares, mais sur des centaines de milliers d'années, ils deviennent possibles. Une fois sur l'île, ces colonisateurs involontaires auraient dû s'adapter à un nouvel environnement, souvent dépourvu de grands prédateurs et de compétiteurs, mais aussi avec des ressources alimentaires limitées. Sur Flores, l'évolution a pris une tournure étonnante. Les fossiles découverts dans la grotte de Liangbua et datés d'environ 100 000 à 60 000 ans montrent une espèce d'hominidé de très petite taille, à peine 1 mètre de haut, avec un cerveau minuscule d'environ 4 cm3. Cet hominidé, nommé Homo floresiensis et surnommé le Hobbit, pourrait être un descendant d'Homo erectus ayant subi un nanisme insulaire, un phénomène où les espèces isolées sur les îles évoluent vers des tailles réduites en réponse aux ressources limitées. Cette découverte, annoncée en 2004, a créé une sensation et relancé les débats sur la diversité de la famille humaine. Homo floresiensis fabriquait des outils de pierre, chassait de petits éléphants nains qui vivaient aussi sur l'île et utilisait peut-être le feu. Malgré son cerveau minuscule, il possédait des capacités cognitives suffisantes pour survivre. Son existence soulève des questions fascinantes sur la relation entre taille du cerveau et intelligence, et sur les chemins tortueux de l'évolution humaine. Si Homo floresiensis est bien un descendant d'Homo erectus, cela signifie que Homo erectus a donné naissance à au moins une lignée évolutive distincte, montrant que l'histoire de cette espèce est encore plus complexe que nous le pensions. Revenons maintenant en Afrique et en Asie continentale. Pendant que certaines populations d'Homo erectus évoluaient dans l'isolement insulaire, d'autres continuaient à prospérer dans les grandes étendues de l'Ancien Monde. Les sites archéologiques de cette période révèlent une occupation continue et intensive.
En Afrique de l'Est, des sites comme Olduvai en Tanzanie et Olorgesailie au Kenya montrent des accumulations impressionnantes de bifaces et d'ossements animaux, témoignant d'une activité humaine soutenue pendant des centaines de milliers d'années. En Chine, les grottes de Zhukudian ont livré non seulement des fossiles d'Homo erectus, mais aussi des preuves de l'utilisation du feu, des outils de pierre et des restes d'animaux chassés. Les couches de cendres dans les grottes indiquent des foyers entretenus sur de longues périodes. Les os d'animaux montrent des marques de découpe, des traces de percussion pour extraire la moelle. Tout cela dresse le tableau d'une communauté établie exploitant systématiquement les ressources de la région. L'homme de Pékin, nom donné aux fossiles de Zhukudian, a longtemps été l'un des spécimens les plus étudiés d'Homo erectus. Malheureusement, les fossiles originaux ont été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des circonstances mystérieuses, alors qu'ils étaient transportés pour être mis en sécurité. Heureusement, des moulages et des descriptions détaillées subsistent, permettant aux chercheurs de continuer à les étudier. Des fouilles récentes sur le site ont livré de nouveaux fossiles, enrichissant notre compréhension de cette population. Un aspect intéressant des fossiles de Zhukudian est la présence de traces de traumatisme crânien et de modifications post-mortem des os. Certains crânes montrent des fractures périmortem, c'est-à-dire survenues au moment de la mort ou juste avant. D'autres montrent des signes de defleshing, l'enlèvement des chairs. Ces observations ont conduit certains chercheurs à suggérer des pratiques de cannibalisme, soit rituelles, soit de survie. L'interprétation reste controversée. Les mêmes marques pourraient résulter d'autres processus, attaques par des prédateurs, pratiques funéraires, accidents. Le cannibalisme préhistorique est difficile à prouver, mais s'il a existé chez Homo erectus, il témoignerait de comportements sociaux complexes, peut-être liés à des croyances symboliques. La question de la conscience de soi, de la pensée symbolique, de la spiritualité chez Homo erectus est l'une des plus difficiles à aborder. Les archéologues cherchent des indices, objets sans fonction utilitaire évidente, traces de pigments, sépultures délibérées. Jusqu'à présent, ces preuves restent évasives pour Homo erectus. Contrairement aux Néandertaliens et aux Homo sapiens qui ont clairement enterré leurs morts, parfois avec des offrandes, nous n'avons pas de preuves convaincantes de sépulture intentionnelle chez Homo erectus. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'avait aucune conscience de la mort ou aucune émotion face à la perte d'un proche, mais simplement qu'il ne l'exprimait pas de manière archéologiquement visible. De même, l'art est absent du registre archéologique d'Homo erectus. Pas de peinture rupestre, pas de sculpture, pas de gravures élaborées. Quelques pierres montrent des motifs qui pourraient être intentionnels, des lignes parallèles, des formes géométriques, mais leur interprétation est incertaine. Un célèbre coquillage trouvé à Java et associé à Homo erectus porte des gravures en zigzag qui pourraient être les plus anciennes marques abstraites intentionnelles connues, datant de 500 000 ans. Si ces gravures sont bien le fait d'Homo erectus, elles suggèrent une capacité de pensée symbolique, un désir de créer des motifs pour eux-mêmes, sans fonction pratique. Mais une seule pièce ne suffit pas à établir une tradition artistique. L'absence d'art chez Homo erectus ne doit pas être interprétée comme une absence d'intelligence ou de sensibilité. L'art, tel que nous le définissons, est peut-être une invention relativement récente dans l'histoire humaine, apparue avec Homo sapiens ou peut-être avec les Néandertaliens. Avant cela, les humains pouvaient avoir d'autres formes d'expression, chants, danses, décorations corporelles éphémères qui ne laissent aucune trace archéologique. Nous ne devons pas sous-estimer Homo erectus simplement parce qu'il ne nous a pas laissé de galeries d'art souterraines. La durée d'existence d'Homo erectus est stupéfiante. Près de 2 millions d'années. Pour mettre cela en perspective, Homo sapiens existe depuis 300 000 ans et notre civilisation, avec l'agriculture et les villes, depuis seulement 10 000 ans. Homo erectus a vécu environ 7 fois plus longtemps que nous n'existons. C'est un succès évolutif immense. Et pourtant, cette espèce a fini par disparaître. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a conduit à la fin d'Homo erectus après un règne si long et si prospère? C'est la question centrale à laquelle nous devons maintenant nous attaquer. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer la disparition d'Homo erectus. Certaines invoquent des facteurs environnementaux, des changements climatiques, des catastrophes naturelles. D'autres mettent en avant la compétition avec d'autres espèces humaines, notamment Homo sapiens. D'autres encore suggèrent une évolution graduelle, avec Homo erectus se transformant lentement en d'autres espèces, plutôt que de s'éteindre brutalement. La vérité est probablement une combinaison de ces facteurs, variant selon les régions et les populations. Pour comprendre la
la disparition d'Homo erectus, il faut d'abord comprendre le contexte temporel et géographique. Homo erectus n'a pas disparu partout en même temps. Les dernières populations semblent avoir persisté beaucoup plus longtemps en Asie qu'en Afrique. En Afrique, les fossiles d'Homo erectus deviennent rares après environ 500 000 ans. Cela coïncide avec l'apparition de nouvelles formes d'hominidés, souvent regroupées sous le terme d'Homo heidelbergensis, qui présentent des cerveaux plus grands et des traits morphologiques différents. Homo heidelbergensis est considéré par beaucoup comme l'ancêtre commun des Néandertaliens et d'Homo sapiens, formant ainsi un pont évolutif entre Homo erectus et nous. En Asie, en revanche, Homo erectus persiste bien plus longtemps. À Java, certains fossiles sont datés de seulement 100 000 ans, voire 50 000 ans selon des estimations controversées. En Chine, les dernières traces d'Homo erectus classiques remontent à environ 300 000 ans, mais des formes archaïques d'hominidés ont survécu jusqu'à des périodes plus récentes. Cette persistance asiatique soulève des questions intrigantes. Pourquoi Homo erectus a-t-il disparu plus tôt en Afrique qu'en Asie? Les conditions écologiques étaient-elles différentes? La compétition avec d'autres espèces était-elle moins intense? Une hypothèse fascinante est que les populations asiatiques d'Homo erectus étaient plus isolées, protégées par les distances géographiques et les barrières naturelles, montagnes, déserts, océans. Cette isolation aurait permis leur survie prolongée, à l'abri de la compétition avec les espèces humaines plus évoluées qui émergeaient en Afrique et au Proche-Orient. Mais l'isolation est une arme à double tranchant. Elle protège de la compétition, mais elle limite aussi les flux génétiques, augmentant les risques de consanguinité et de dérivés génétiques. Des populations isolées et de petite taille sont plus vulnérables aux extinctions locales causées par des événements aléatoires, épidémies, catastrophes naturelles, fluctuations démographiques. Les changements climatiques ont certainement joué un rôle dans le destin d'Homo erectus. Le Pléistocène, cette période géologique qui s'étend d'environ 2 600 000 ans à 11 700 ans avant le présent, a été marqué par des cycles glaciaires répétés. Des périodes froides, les glaciations, alternaient avec des périodes plus chaudes, les interglaciaires. Ces oscillations climatiques avaient des conséquences profondes sur les environnements, modifiant les distributions des végétaux et des animaux, créant ou détruisant des corridors de migration, fragmentant ou connectant les habitats. Homo erectus a survécu à de nombreux cycles glaciaires, démontrant une résilience remarquable. Mais chaque transition climatique était un défi. Lorsque le climat se refroidissait, les forêts tropicales se contractaient, remplacées par des savanes plus ouvertes ou des steppes. Les sources d'eau devenaient plus rares. Certaines espèces animales disparaissaient, remplacées par d'autres adaptées au froid. Homo erectus devait s'adapter constamment, modifier ses stratégies de subsistance, déplacer ses territoires, innover, et parfois, ces adaptations ne suffisaient pas. Des populations locales s'éteignaient, réduisant progressivement l'aire de répartition globale de l'espèce. Un exemple spécifique de changement climatique majeur est l'événement de Middle Pleistocene Transition, survenu entre 1 200 000 et 700 000 ans. Avant cet événement, les cycles glaciaires avaient une périodicité d'environ 40 000 ans. Après, la périodicité passe à environ 100 000 ans, avec des glaciations beaucoup plus intenses et prolongées. Cette transition a eu des effets dramatiques sur les écosystèmes mondiaux. De nombreuses espèces de grands mammifères se sont éteintes, d'autres ont vu leurs aires de répartition se fragmenter. Homo erectus a survécu à cette transition, mais peut-être au prix de pertes démographiques significatives et d'une réduction de sa diversité génétique. Un autre facteur environnemental potentiel est la compétition pour les ressources avec d'autres carnivores. La savane africaine et les steppes asiatiques abritaient des prédateurs redoutables, lions, hyènes, loups géants, ours des cavernes. Ces carnivores ne chassaient pas seulement les herbivores, ils étaient aussi en compétition avec les humains pour accéder aux carcasses. Les charognards, comme les hyènes, étaient particulièrement efficaces pour nettoyer les restes, ne laissant que peu de nourriture aux arrivants tardifs. Homo erectus devait constamment disputer sa place dans la guilde des carnivores, et toute diminution de son efficacité de chasse ou de charognage aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Mais le facteur le plus souvent invoqué pour expliquer la disparition d'Homo erectus est la compétition avec d'autres espèces humaines, en particulier Homo sapiens. Notre espèce, Homo sapiens, émerge en Afrique il y a environ 300 000 ans. Dès le début, Homo sapiens présente des caractéristiques distinctives, un cerveau plus grand que celui d'Homo erectus, une morphologie crânienne différente avec un front haut et une face plus plate, une anatomie post-crânienne plus gracile.
Mais ce qui distingue vraiment Homo sapiens, c'est son comportement, sa culture, sa capacité d'innovation. Homo sapiens développe rapidement des technologies plus sophistiquées que celles d'Homo erectus. Les outils deviennent plus diversifiés, plus spécialisés. La technique de débitage Levallois permet de produire des éclats de forme prédéterminés, maximisant l'efficacité de l'utilisation de la matière première. Les pointes de lance, les harpons, les propulseurs apparaissent, augmentant l'efficacité de la chasse. Plus tard, l'arc et les flèches révolutionnent encore la chasse à distance. Chaque innovation donne à Homo sapiens un avantage compétitif. Mais ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi la complexité sociale. Homo sapiens développe des réseaux d'échange à longue distance, transportant des matières premières, des coquillages, des pigments sur des centaines de kilomètres. Ces réseaux impliquent des relations sociales complexes, des alliances, du commerce, peut-être même des formes rudimentaires de troc ou d'échanges symboliques. Homo sapiens enterre délibérément ses morts, parfois avec des offrandes, des outils, des ornements. Il crée de l'art, peinture rupestre, sculpture, gravure sur os et sur pierre. Toutes ces manifestations témoignent d'une vie cognitive riche, d'une pensée symbolique développée, d'une capacité à concevoir l'abstrait. Face à Homo sapiens, Homo erectus apparaît comme une espèce plus conservatrice, moins innovante. Ses outils changent peu au fil du temps. Sa culture matérielle est simple. S'il possède un langage, celui-ci est probablement moins élaboré que le nôtre. Ces différences, même si elles semblent subtiles, pouvaient faire toute la différence dans la compétition pour les ressources. Imaginons deux groupes, l'un d'Homo erectus, l'autre d'Homo sapiens, exploitant le même territoire. Le groupe d'Homo sapiens, grâce à ses technologies supérieures, chasse plus efficacement, obtient plus de nourriture. Il peut donc soutenir une population plus nombreuse, occuper plus d'espace, repousser ou absorber les groupes concurrents. Cette compétition ne devait pas nécessairement prendre la forme de conflits violents directs, bien que ceux-ci aient pu se produire. Elle pouvait être plus subtile, économique en quelque sorte. Homo sapiens exploitait simplement mieux les ressources disponibles, réduisant progressivement celles accessibles à Homo erectus. Au fil du temps, les populations d'Homo erectus déclineraient, deviendraient plus clairsemées, plus vulnérables. Des extinctions locales se produiraient et l'aire de répartition globale de l'espèce se contracterait. Il existe aussi la possibilité d'une assimilation génétique. Lorsque deux espèces humaines proches se rencontrent, elles peuvent se reproduire et produire une descendance fertile. C'est ce qui s'est passé entre Homo sapiens et les Néandertaliens et entre Homo sapiens et les Denisoviens. Des analyses génétiques ont révélé que les humains modernes non africains portent environ 2 à 3% d'ADN néandertalien et certaines populations asiatiques et océaniennes portent également de l'ADN dénisovien. Ces mélanges génétiques indiquent que les différentes espèces humaines ne restaient pas strictement isolées, mais se croisaient occasionnellement. Homo erectus pourrait avoir connu un destin similaire. Plutôt que de disparaître complètement, ces gènes auraient pu être absorbés dans les populations d'Homo sapiens ou d'autres espèces humaines qui le remplaçaient. Cependant, nous n'avons aucune preuve génétique de cela, car comme mentionné précédemment, aucun ADN d'Homo erectus n'a été récupéré. Si un tel mélange a eu lieu, ces traces ont pu être diluées au fil des générations, ou bien elles sont présentes dans notre génome, mais non encore identifiées. C'est un domaine de recherche actif et passionnant. Chaque nouvelle avancée dans les techniques de séquençage de l'ADN ancien pourrait potentiellement révéler des surprises. Une autre possibilité, moins souvent évoquée, est l'évolution in situ d'Homo erectus en d'autres espèces. Plutôt que de s'éteindre, Homo erectus aurait pu simplement évoluer, se transformer graduellement en forme plus avancée. Selon cette vue, la distinction entre Homo erectus et ses successeurs serait floue, arbitraire, une construction taxonomique que nous imposons sur un continuum évolutif. Les populations africaines d'Homo erectus auraient évolué en Homo heidelbergensis, puis en Homo sapiens. Les populations asiatiques auraient évolué en forme locale, peut-être les Denisoviens ou d'autres espèces encore mal connues. Cette perspective évolutionniste graduelle a ses mérites. Elle évite le piège de voir les espèces comme des entités fixes et immuables. Elle reconnaît que l'évolution est un processus continu, sans frontières nettes. Cependant, elle rend aussi la classification difficile. Où tracer la ligne entre Homo erectus et Homo heidelbergensis? Quels traits morphologiques sont définitoires? Ces questions sont au cœur des débats taxonomiques en paléoanthropologie et elles n'ont pas de réponse simple. Quelle que soit la cause ou la combinaison de causes, le fait demeure, aux alentours de 100 000 ans avant le présent et peut-être même plus récemment dans certaines régions isolées, Homo erectus disparaît du registre fossile.
Les derniers représentants connus vivent à Java, isolés sur cette île tropicale, vestige d'une espèce autrefois répandue sur 2 continents. Leur extinction marque la fin d'une ère, la fermeture d'un chapitre de l'histoire humaine qui avait duré près de 2 millions d'années. L'extinction d'une espèce n'est jamais un événement unique et ponctuel, c'est un processus souvent long et complexe. Une espèce décline progressivement, ses populations deviennent plus petites, plus fragmentées. Les échanges génétiques entre populations se réduisent ou cessent, la diversité génétique diminue, les populations isolées deviennent vulnérables aux fluctuations aléatoires, consanguinité, épidémies, catastrophes locales. Finalement, les dernières populations s'éteignent, une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun individu. C'est probablement ce qui s'est passé pour Homo erectus, un long déclin plutôt qu'une extinction soudaine. Imaginez les derniers Homo erectus de Java, il y a 100 000 ans. Leur monde change autour d'eux, le climat fluctue, les animaux qu'ils chassaient depuis des générations disparaissent ou migrent. De nouvelles espèces arrivent, compétiteurs ou prédateurs. Peut-être que des groupes d'Homo sapiens atteignent l'Asie du Sud-Est, apportant avec eux des technologies et des comportements inconnus. Les derniers Homo erectus luttent pour s'adapter, mais les défis sont trop nombreux. Leur population décline, les naissances ne compensent plus les décès, les groupes deviennent trop petits pour être viables. Et un jour, le dernier individu meurt, seul ou entouré de quelques compagnons, mettant fin à 2 millions d'années d'histoire. Cette image est mélancolique, presque tragique. Elle nous rappelle la fragilité de l'existence, même pour les espèces les plus prospères. Elle nous interpelle aussi sur notre propre avenir. Homo sapiens domine aujourd'hui la planète comme Homo erectus la dominait autrefois. Nous nous croyons invincibles, maîtres de notre destin. Mais l'histoire d'Homo erectus nous enseigne que rien n'est éternel. Les espèces s'éteignent, civilisations s'effondrent, empires tombent. Notre intelligence, notre technologie, notre culture ne nous garantissent pas la survie perpétuelle. Nous sommes, nous aussi, vulnérables aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles, aux maladies, et peut-être même à la compétition avec des formes d'intelligence artificielle que nous créons. L'extinction d'Homo erectus n'est pas qu'une curiosité paléontologique, c'est un avertissement. Mais au-delà de la mélancolie, l'histoire d'Homo erectus est aussi une histoire de triomphe. Cette espèce a survécu et prospéré pendant 2 millions d'années, un succès évolutif immense. Elle a été la première à quitter l'Afrique, à coloniser de nouveaux continents, à s'adapter à des environnements variés. Elle a maîtrisé le feu, fabriqué des outils sophistiqués, développé des stratégies de chasse coopératives. Elle a posé les fondations sur lesquelles toutes les espèces humaines ultérieures, y compris nous-mêmes, ont construit. Sans Homo erectus, nous ne serions pas là. Nous sommes les héritiers de ses innovations, de ses adaptations, de sa résilience. Le legs d'Homo erectus se retrouve dans notre anatomie, notre capacité à marcher efficacement sur de longues distances, nos proportions corporelles, notre adaptation à la vie en plein air plutôt qu'en forêt. Tout cela remonte à Homo erectus. Le legs se retrouve aussi dans notre comportement. L'utilisation du feu, la chasse coopérative, le partage de la nourriture, la prise en charge des membres vulnérables du groupe, toutes ces pratiques que nous considérons comme humaines étaient déjà présentes chez Homo erectus. Et le legs se retrouve dans notre curiosité, notre désir d'explorer, de découvrir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Homo erectus était un explorateur, un pionnier. Nous avons hérité de cet esprit d'aventure. L'étude d'Homo erectus continue de fasciner les paléoanthropologues. Chaque nouvelle découverte enrichit notre compréhension de cette espèce et de son rôle dans l'évolution humaine. Des sites archéologiques sont fouillés chaque année en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, livrant de nouveaux fossiles, de nouveaux outils, de nouvelles données. Les techniques d'analyse progressent également. La datation par résonance de spin électronique, la thermoluminescence, l'uranium-thorium, toutes ces méthodes permettent de dater les fossiles et les sites avec une précision croissante. L'imagerie médicale, scanners, IRM, permet d'analyser l'intérieur des crânes fossiles sans les endommager, révélant des détails de la structure cérébrale. La modélisation informatique permet de reconstituer les mouvements, la biomécanique, le mode de vie. Des questions fondamentales restent ouvertes. Homo erectus possédait-il un langage articulé? À quel point était-il intelligent? Avait-il une conscience de soi? Une pensée symbolique? Quelles étaient ses structures sociales, ses croyances, ses émotions?
Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude, mais nous pouvons continuer à chercher, à spéculer de manière informée, à construire des modèles plausibles basés sur les preuves disponibles. Un débat particulièrement intéressant concerne le langage. Le langage articulé, avec sa grammaire complexe et son vocabulaire étendu, est souvent considéré comme une caractéristique unique d'Homo sapiens. Mais ses origines sont obscures. Certains chercheurs pensent que des formes rudimentaires de langage existaient déjà chez Homo erectus. D'autres sont plus sceptiques, arguant que le langage complexe nécessite des structures anatomiques et neurologiques que Homo erectus ne possédait pas pleinement. L'anatomie de la gorge et du larynx d'Homo erectus est difficile à reconstituer à partir de fossiles, car les tissus mous ne se fossilisent pas. Cependant, la forme de la base du crâne donne des indices. Chez les grands singes, la base du crâne est relativement plate et le larynx est haut dans la gorge, limitant la gamme de sons vocalisés. Chez les humains modernes, la base du crâne est plus fléchie et le larynx est descendu, permettant une modulation beaucoup plus fine des sons. Chez Homo erectus, la base du crâne montre une flexion intermédiaire, suggérant une position du larynx également intermédiaire. Cela indiquerait des capacités vocales supérieures à celles des grands singes, mais inférieures aux nôtres. Un autre indice vient du canal hypoglosse, un canal dans la base du crâne par lequel passe le nerf hypoglosse, qui contrôle les mouvements de la langue. Chez les humains modernes, ce canal est relativement large, reflétant l'importance de la motricité fine de la langue pour la parole. Chez les grands singes, il est plus étroit. Chez Homo erectus, les mesures du canal hypoglosse sont variables, certains spécimens montrant des dimensions proches des nôtres, d'autres des dimensions plus réduites. Ces variations pourraient refléter des différences individuelles ou bien une évolution progressive des capacités vocales au sein de l'espèce. Le contrôle respiratoire est également crucial pour la parole. Parler nécessite de moduler finement le flux d'air à travers les cordes vocales, ce qui exige un contrôle précis des muscles intercostaux et du diaphragme. Ce contrôle est assuré par des nerfs spinaux dont les racines traversent le canal vertébral dans la colonne vertébrale. Chez les humains modernes, la partie thoracique du canal vertébral est relativement large, reflétant l'importance de l'innervation des muscles respiratoires. Chez les grands singes et chez certains fossiles d'Homo erectus, cette partie du canal est plus étroite, ce qui pourrait indiquer un contrôle respiratoire moins fin et donc des capacités vocales limitées. Cependant, tous ces indices anatomiques sont indirects et sujets à interprétation. Il est possible qu'Homo erectus ait possédé un proto-langage, un système de communication intermédiaire entre les vocalisations des grands singes et le langage articulé des humains modernes. Ce proto-langage aurait pu combiner des gestes, des expressions faciales et des vocalisations simples pour transmettre des informations sur les intentions, les émotions, les événements. Il aurait été suffisant pour coordonner la chasse, enseigner la fabrication d'outils, renforcer les liens sociaux, sans pour autant atteindre la complexité syntaxique et sémantique de nos langues modernes. La question de l'intelligence d'Homo erectus est tout aussi complexe. L'intelligence n'est pas une chose unique et monolithique. Elle comprend de nombreuses facettes: résolution de problèmes, mémoire, apprentissage, créativité, compréhension sociale, pensée abstraite. Homo erectus excellait probablement dans certaines de ces facettes, et moins dans d'autres. Sa capacité à fabriquer des outils sophistiqués, à maîtriser le feu, à s'adapter à des environnements variés, témoigne d'une intelligence pratique et technique remarquable. Mais l'absence apparente d'art et de symbolisme suggère que sa pensée abstraite était peut-être moins développée que la nôtre. Cependant, nous devons être prudents dans nos jugements. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Il est possible qu'Homo erectus ait eu des formes d'expression symboliques qui ne se sont pas préservées. Les peintures corporelles, les chants, les danses, les ornements en matériaux périssables comme les plumes ou les fleurs ne laissent aucune trace archéologique. De plus, notre définition de l'intelligence est inévitablement biaisée par nos propres valeurs culturelles. Nous privilégions les capacités qui sont importantes dans nos sociétés modernes: abstraction, langage complexe, pensée symbolique. Mais il existe d'autres formes d'intelligence: intelligence spatiale, intelligence émotionnelle, intelligence corporelle, qui étaient peut-être plus développées chez Homo erectus. Une analogie intéressante peut être faite avec les éléphants ou les dauphins. Ces animaux possèdent une intelligence indéniable, une vie sociale complexe, des capacités d'apprentissage et de résolution de problèmes impressionnantes. Ils communiquent de manière sophistiquée, coopèrent, montrent de l'empathie. Et pourtant, ils ne fabriquent pas d'outils complexes, ne créent pas d'art au sens où nous l'entendons, ne développent pas de technologie.
Cela ne les rend pas moins intelligents, simplement différents. Homo erectus pourrait avoir été similaire, intelligent à sa manière, adapté à son mode de vie, mais différent de nous dans ses expressions cognitives. L'un des aspects les plus énigmatiques d'Homo erectus est sa longévité en tant qu'espèce. Comment une espèce a-t-elle pu perdurer pendant près de 2 millions d'années avec si peu de changements morphologiques et culturels apparents? La plupart des espèces mammaliennes ont une durée de vie beaucoup plus courte, typiquement autour d'1 million d'années, souvent moins. Homo erectus défie cette tendance. Était-ce dû à sa grande aire de répartition géographique, qui assurait une diversité génétique élevée et réduisait les risques d'extinction globale? Était-ce dû à sa flexibilité comportementale, qui lui permettait de s'adapter aux changements environnementaux sans nécessité d'évolution morphologique rapide? Ou bien est-ce un artefact de notre classification taxonomique, et ce que nous appelons Homo erectus est en réalité plusieurs espèces distinctes qui se sont succédées dans le temps? Cette dernière possibilité est sérieusement considérée par certains chercheurs. Ils proposent de subdiviser Homo erectus en plusieurs espèces chronologiques et géographiques. Homo ergaster pour les formes africaines anciennes, Homo erectus sensu stricto pour les formes asiatiques, Homo antecessor pour certains fossiles européens, et ainsi de suite. Selon cette vue, ce que nous percevons comme la longue stabilité d'Homo erectus serait en réalité une succession d'espèces apparentées, chacune évoluant et se remplaçant progressivement. La morphologie globale resterait relativement constante parce que les contraintes écologiques et sélectives restaient similaires, un phénomène appelé stase évolutive. La stase évolutive est observée dans de nombreux groupes d'organismes. Une espèce apparaît, se stabilise morphologiquement, puis persiste avec peu de changements pendant de longues périodes, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne ou donne naissance à de nouvelles espèces par spéciation rapide. Ce modèle, appelé équilibre ponctué, contraste avec le gradualisme phylétique traditionnel, qui voit l'évolution comme un processus lent et constant de transformation. Les paléontologues débattent encore de la prévalence relative de ces deux modes d'évolution, mais il est clair que la stase est un phénomène réel et important. Si Homo erectus représente un exemple de stase évolutive, cela pourrait s'expliquer par son adaptation réussie à un mode de vie de chasseur-cueilleur mobile dans des environnements ouverts. Une fois cette adaptation atteinte, il n'y aurait plus de pression sélective forte pour changer radicalement. Les innovations technologiques et comportementales pourraient compenser les fluctuations environnementales, rendant inutile une évolution morphologique rapide. L'espèce serait ainsi restée dans un état d'équilibre dynamique avec son environnement pendant des centaines de milliers d'années. Mais cet équilibre ne pouvait durer éternellement. Les conditions qui avaient favorisé Homo erectus pendant si longtemps ont finalement changé. De nouvelles espèces humaines, avec des capacités cognitives et culturelles supérieures, ont émergé. Les environnements ont continué à fluctuer, peut-être de manière plus extrême, et progressivement, inéluctablement, Homo erectus a été poussé vers la sortie. Pour comprendre pleinement la disparition d'Homo erectus, il est utile de la situer dans le contexte plus large de l'évolution humaine au Pléistocène moyen et supérieur. Cette période, s'étendant d'environ 800 000 à 127 000 ans, a vu une diversification remarquable de la lignée humaine. Plusieurs espèces d'hominidés coexistaient, occupant différentes régions géographiques et exploitant différentes niches écologiques. En Afrique, Homo heidelbergensis émerge il y a environ 700 000 ans. Cette espèce, avec son cerveau plus grand, environ 1200 cm3, et sa morphologie crânienne distincte, représente probablement l'ancêtre des humains modernes et des néandertaliens. Homo heidelbergensis fabriquait des outils plus sophistiqués que ceux d'Homo erectus, utilisant la technique Levallois pour produire des éclats de forme prédéterminée. Il chassait de grands mammifères, utilisait le feu de manière systématique et montrait peut-être les premiers signes de comportement symbolique. En Europe, les Néandertaliens se développent progressivement à partir d'Homo heidelbergensis, devenant pleinement distincts il y a environ 400 000 ans. Les Néandertaliens étaient robustes, adaptés au climat froid de l'Europe glaciaire. Ils avaient un cerveau aussi grand que le nôtre, voire légèrement plus grand en moyenne. Ils fabriquaient des outils moustériens sophistiqués, chassaient de grands herbivores, enterraient leurs morts, utilisaient des pigments et créaient peut-être de l'art. Les Néandertaliens étaient indéniablement des humains à part entière, avec une culture riche et complexe. En Asie, la situation est plus confuse. Outre les populations d'Homo erectus qui persistaient dans certaines régions, d'autres formes d'hominidés apparaissent. Les Denisoviens, découverts récemment grâce à l'ADN ancien extrait de fossiles fragmentaires trouvés en Sibérie, représentent une lignée sœur des Néandertaliens.
Ils occupaient une vaste région s'étendant de la Sibérie à l'Asie du Sud-Est. D'autres espèces, comme Homo floresiensis à Flores et Homo luzonensis aux Philippines, montrent que l'Asie insulaire abritait une diversité insoupçonnée d'hominidés. Dans ce contexte de diversité humaine, Homo erectus n'était plus l'unique représentant de la lignée humaine. Il faisait face à la compétition de plusieurs espèces apparentées, chacune avec ses propres adaptations, ses propres avantages. Et lorsque Homo sapiens fait son apparition en Afrique il y a environ 300 000 ans, puis commence à se disperser hors d'Afrique il y a environ 100 000 ans, le paysage évolutif devient encore plus complexe. Homo sapiens se distingue par plusieurs caractéristiques. Notre cerveau, bien que pas toujours plus grand que celui des Néandertaliens, a une organisation interne différente, avec un développement accru des régions associées à la pensée abstraite, au langage, à la planification à long terme. Notre crâne est globulaire, avec un front haut et une face plate. Notre squelette est gracile, adapté à une efficacité locomotrice maximale. Mais surtout, notre comportement est extrêmement flexible et innovant. Homo sapiens développe une culture matérielle d'une complexité sans précédent. Les outils deviennent de plus en plus diversifiés et spécialisés. Les techniques de fabrication évoluent rapidement. L'art se développe sous de multiples formes. Les parures, les ornements corporels, les symboles se multiplient. Les structures sociales deviennent plus élaborées, avec des réseaux d'échanges étendus, des spécialisations professionnelles, des hiérarchies complexes. Tout cela donne à Homo sapiens un avantage compétitif majeur. Lorsque Homo sapiens sort d'Afrique et commence à coloniser le reste du monde, il rencontre les autres espèces humaines qui y vivent déjà. En Europe, il rencontre les Néandertaliens. Au Proche-Orient, il rencontre à la fois des Néandertaliens et peut-être des survivances d'Homo heidelbergensis. En Asie, il rencontre les Dénisoviens et peut-être des populations résiduelles d'Homo erectus. Dans chaque cas, la rencontre a des conséquences. Parfois, il y a coexistence pendant des milliers d'années, parfois il y a métissage, comme en témoigne l'ADN néandertalien et dénisovien dans nos génomes. Et finalement, dans tous les cas, les autres espèces humaines disparaissent, et seul Homo sapiens persiste. Le mécanisme exact de ces remplacements reste débattu. Certains chercheurs favorisent un modèle de remplacement total, où Homo sapiens aurait activement exterminé ou évincé les autres espèces par compétition supérieure, sans métissage significatif. D'autres favorisent un modèle d'assimilation, où Homo sapiens aurait absorbé génétiquement les autres espèces à travers le métissage. La vérité semble se situer quelque part entre les deux, avec des niveaux variables de métissage selon les régions et les populations, mais un remplacement démographique net en faveur d'Homo sapiens. Pour Homo erectus, la rencontre avec Homo sapiens a probablement été l'un des facteurs décisifs de sa disparition. Même si les preuves directes de cette rencontre sont rares, la chronologie suggère un lien. Les dernières populations d'Homo erectus en Asie disparaissent approximativement à l'époque où Homo sapiens commence à coloniser la région. À Java, les derniers fossiles d'Homo erectus datent d'environ 100 000 ans, peut-être un peu plus récemment. Or, les premières preuves de présence d'Homo sapiens en Asie du Sud-Est remontent à environ 70 000 ans, et possiblement plus tôt. Les deux espèces ont donc pu coexister pendant des dizaines de milliers d'années. Que s'est-il passé lors de ces rencontres? Les scénarios sont multiples. Peut-être y a-t-il eu des conflits directs, des affrontements violents pour le contrôle des territoires et des ressources. Homo sapiens, avec ses armes supérieures et ses tactiques de chasse plus sophistiquées, aurait eu l'avantage. Peut-être y a-t-il eu une compétition indirecte, où Homo sapiens surpassait simplement Homo erectus dans l'exploitation des ressources, réduisant progressivement les populations de ce dernier. Peut-être y a-t-il eu du métissage, avec des individus d'Homo erectus s'intégrant dans les groupes d'Homo sapiens, diluant progressivement leur patrimoine génétique distinct. Nous ne pouvons pas exclure non plus la possibilité de maladies. Lorsque deux populations longtemps séparées entrent en contact, elles peuvent échanger des pathogènes contre lesquels elles n'ont pas d'immunité. C'est ce qui s'est passé lors de la colonisation européenne des Amériques, où les maladies introduites par les Européens ont décimé les populations autochtones. Homo sapiens et Homo erectus, après 1 million d'années de séparation évolutive, pourraient avoir porté des pathogènes différents. Une épidémie dévastatrice aurait pu contribuer au déclin final d'Homo erectus. Quelle que soit la combinaison exacte de facteurs, le résultat est clair. Aux alentours de 50 000 ans avant le présent, et probablement même avant, Homo erectus a disparu. La dernière population connue, celle de Java, s'est éteinte, emportant avec elle les derniers vestiges d'une espèce qui avait dominé la planète pendant près de 2 millions d'années. C'est une perte immense, non seulement en termes de biodiversité, mais aussi en termes de patrimoine évolutif.
Avec Homo erectus disparaissait une branche entière de l'arbre généalogique humain, une expérience évolutive unique, une manière différente d'être humain. Mais l'histoire d'Homo erectus ne se termine pas totalement avec sa disparition. Son héritage perdure de multiples façons. Tout d'abord, génétiquement. Même si nous n'avons pas d'ADN d'Homo erectus lui-même, il est possible que certains de ces gènes persistent indirectement dans les populations humaines modernes. Si Homo erectus s'est métissé avec les ancêtres d'autres espèces humaines qui, elles-mêmes, se sont ensuite métissées avec Homo sapiens, alors des gènes d'Homo erectus pourraient se cacher dans notre génome. C'est une possibilité fascinante qui nécessite davantage de recherche. Ensuite, culturellement et comportementalement. Comme nous l'avons vu, de nombreuses innovations attribuées à Homo erectus, la maîtrise du feu, la fabrication d'outils sophistiqués, la chasse coopérative, la migration sur de longues distances ont été transmises aux espèces humaines ultérieures. Ces comportements ne sont pas instinctifs, ils sont appris, transmis culturellement de génération en génération. En ce sens, la culture d'Homo erectus a survécu, évoluant et se transformant, mais restant à la base de ce que nous sommes aujourd'hui. Enfin, anatomiquement. Notre corps, notre morphologie sont en grande partie hérités d'Homo erectus. Notre capacité à marcher et courir efficacement sur de longues distances, nos proportions corporelles, notre adaptation à la vie en milieu ouvert, tout cela remonte à Homo erectus. Lorsque nous partons en randonnée, lorsque nous courons un marathon, lorsque nous explorons de nouveaux territoires, nous utilisons des capacités que nos ancêtres Homo erectus ont développées il y a 2 millions d'années. En un sens, nous sommes les descendants d'Homo erectus, non pas directement sur le plan génétique, mais certainement sur le plan évolutif et culturel. L'étude d'Homo erectus nous enseigne aussi des leçons importantes sur l'évolution humaine en général. Elle nous montre que l'évolution n'est pas linéaire, pas un simple progrès du simple au complexe, du primitif à l'avancé. C'est un processus buissonnant avec de multiples lignées explorant différentes voies évolutives, certaines réussissant pendant un temps, d'autres échouant. Homo erectus a été une réussite spectaculaire pendant 2 millions d'années, mais finalement, son chemin évolutif s'est arrêté. D'autres lignées, celles qui a mené à Homo sapiens, ont continué. Mais il n'y a pas de garantie que notre lignée soit plus assurée de la survie éternelle que celle d'Homo erectus. Nous aussi, nous pourrions disparaître si les circonstances changent défavorablement. L'étude d'Homo erectus nous rappelle également l'importance de la préservation de la biodiversité. Chaque espèce représente une solution unique aux défis de la vie, une accumulation de millions d'années d'adaptations évolutives. Lorsque nous perdons une espèce, nous perdons cette richesse, cette diversité de réponses. Aujourd'hui, nous vivons une crise d'extinction massive, la 6e de l'histoire de la Terre, causée cette fois non par un astéroïde ou des volcans, mais par les activités humaines. Des milliers d'espèces disparaissent chaque année. Chacune de ces extinctions est un Homo erectus en miniature, une histoire unique qui s'achève prématurément. En regardant en arrière sur Homo erectus, nous pouvons aussi réfléchir à notre place dans l'univers. Nous, Homo sapiens, nous nous percevons souvent comme la pinacle de l'évolution, comme l'objectif ultime vers lequel toute l'histoire de la vie tendait. Mais c'est une illusion rétrospective. Homo erectus, de son vivant, était tout aussi adapté à son environnement que nous le sommes au nôtre. Si nous pouvions remonter le temps et demander à un groupe d'Homo erectus s'il se considère comme inférieur ou incomplet, ils ne comprendraient même pas la question. Ils étaient complets à leur manière, parfaitement adaptés à leur mode de vie. C'est seulement avec le recul, sachant qu'ils ont disparu et que nous avons survécu, que nous les percevons comme moins avancés. Cette réflexion devrait nous rendre humbles. Dans 2 millions d'années, si une espèce intelligente fouille les couches géologiques de la Terre, elle trouvera nos fossiles, nos outils, nos ruines. Comment nous percevra-t-elle? Comme des géants sur les épaules desquels elle se tient, ou comme une espèce éphémère qui a brillé brièvement avant de s'éteindre? Notre longévité en tant qu'espèce reste à écrire. Homo erectus nous rappelle que le succès passé ne garantit pas le futur. Il y a une certaine poésie dans l'histoire d'Homo erectus. C'est l'histoire d'une espèce qui a osé sortir de son berceau africain, qui a bravé l'inconnu, qui a exploré de nouveaux mondes. C'est l'histoire d'innovateurs qui ont apprivoisé le feu, qui ont fabriqué les premiers véritables outils, qui ont posé les fondations de la technologie humaine.
C'est l'histoire de survivants qui ont enduré des changements climatiques catastrophiques, qui ont coexisté avec des prédateurs terrifiants, qui ont maintenu leur lignée pendant des millions d'années. Et c'est aussi l'histoire d'une disparition lente et inexorable face à des changements qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni maîtriser. Les fossiles d'Homo erectus nous parlent à travers les abîmes du temps. Chaque os, chaque crâne, chaque outil de pierre est une lettre d'une langue presque oubliée. Les paléoanthropologues sont les traducteurs de cette langue, déchiffrant laborieusement les messages que nos ancêtres lointains ont laissés. Et le message est clair, nous ne sommes pas seuls dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes une branche parmi de nombreuses, la seule qui reste aujourd'hui, mais pas nécessairement la plus remarquable ou la plus durable dans le grand schéma de l'évolution. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à nos propres défis existentiels, changement climatique, perte de biodiversité, risques technologiques, pandémie, l'histoire d'Homo erectus prend une résonance particulière. Elle nous montre qu'aucune espèce, aussi prospère et répandue soit-elle, n'est à l'abri de l'extinction. Elle nous rappelle que notre intelligence et notre technologie, aussi impressionnantes soient-elles, ne nous garantissent pas la survie si nous ne les utilisons pas sagement. Elle nous enseigne l'humilité face aux forces de la nature et du temps. Mais l'histoire d'Homo erectus nous offre aussi de l'espoir, car si cette espèce a pu prospérer pendant 2 millions d'années dans des conditions souvent difficiles, avec une technologie rudimentaire et un cerveau plus petit que le nôtre, alors nous, avec toutes nos capacités, devrions pouvoir relever les défis qui nous attendent. Nous avons hérité de la résilience d'Homo erectus, de sa capacité d'adaptation, de son esprit d'innovation. Nous devons simplement nous rappeler de l'utiliser, non pour notre gloire à court terme, mais pour notre survie à long terme. Les sites où ont vécu Homo erectus sont aujourd'hui des lieux de pèlerinage scientifique. Olduvai en Tanzanie, Turkana au Kenya, Zhoukoudian en Chine, Sangiran à Java, chacun de ces endroits résonne d'échos du passé. Lorsque les archéologues y travaillent, creusant soigneusement les couches de sédiments, brossant délicatement les fossiles émergents, ils touchent littéralement à nos origines. C'est un travail patient, minutieux, parfois frustrant. Les fossiles sont rares, fragmentaires, difficiles à interpréter, mais chaque découverte, même minime, ajoute une pièce au puzzle immense de l'évolution humaine. Les musées du monde entier exposent des moulages de fossiles d'Homo erectus, permettant au public de contempler ses ancêtres lointains. Regarder dans les orbites vides d'un crâne d'Homo erectus vieux d'1 million d'années est une expérience étrangement émouvante. On ne peut s'empêcher de se demander qui était cet individu. Était-ce un homme ou une femme? Quel âge avait-il ou elle à la mort? Qu'a vu cette personne au cours de sa vie? A-t-elle connu l'amour, la peur, la joie, la douleur? A-t-elle eu des enfants? A-t-elle été un membre respecté de son groupe ou un marginal? Nous ne le saurons jamais. Mais ces questions nous rappellent que derrière les fossiles, il y avait des individus vivants, des personnes avec des expériences, des émotions, des histoires. Il est facile de déshumaniser le passé, de voir les espèces éteintes comme de simples étapes sur le chemin menant à nous. Mais c'est une erreur. Homo erectus n'était pas une ébauche d'humain, une version imparfaite que l'évolution a ensuite perfectionnée. C'était une forme d'humanité à part entière, différente de nous certes, mais pas inférieure. Si nous pouvions rencontrer un groupe d'Homo erectus, nous reconnaîtrions en eux des qualités humaines, la coopération, l'ingéniosité, le soin des autres, la curiosité. Nous serions peut-être surpris par leurs différences, leur apparence, leur comportement, leur mode de communication. Mais nous reconnaîtrions aussi des similitudes fondamentales. L'une des questions les plus profondes que soulève l'étude d'Homo erectus est celle de la nature de l'humanité. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Est-ce la taille de notre cerveau, notre capacité à fabriquer des outils complexes, notre utilisation du langage articulé, notre création d'art et de symboles, notre conscience de soi et notre sens de la moralité? Chacun de ces traits a été proposé à un moment ou un autre comme la caractéristique définissant l'humanité. Mais l'étude de l'évolution humaine montre que ces traits sont apparus progressivement, par étapes, et que différentes espèces humaines les possédaient à des degrés variables. Homo erectus avait un cerveau plus grand que les australopithèques, mais plus petit que le nôtre. Il fabriquait des outils, mais moins diversifiés que les nôtres. Il utilisait probablement un système de communication, mais peut-être pas un langage articulé complet. Il ne créait apparemment pas d'art symbolique, mais montrait des comportements de coopération et de soins qui suggèrent une empathie et une conscience sociale. Alors, était-il humain?
La réponse dépend de notre définition de l'humanité. Si nous définissons l'humanité de manière étroite, en référence uniquement à Homo sapiens, alors Homo erectus n'était pas humain. Mais si nous définissons l'humanité de manière plus large, englobant toute la diversité de la lignée humaine, alors Homo erectus était indéniablement humain, simplement d'une manière différente de nous. Cette question n'est pas purement académique, elle a des implications éthiques et philosophiques. Si nous reconnaissons Homo erectus comme humain, alors nous devons aussi reconnaître que l'humanité n'est pas monolithique, qu'il existe ou qu'il a existé différentes façons d'être humain. Cette reconnaissance peut nous rendre plus tolérants envers la diversité humaine actuelle, plus conscients que notre manière de penser et d'agir n'est pas la seule valide. Elle peut aussi nous faire réfléchir à la manière dont nous traitons les autres espèces intelligentes, animales ou, dans le futur, artificielles. Si Homo erectus méritait le respect en tant qu'espèce humaine différente, qu'en est-il des grands singes actuels qui partagent tant de traits avec nous? Qu'en sera-t-il des intelligences artificielles que nous créons si elles atteignent un jour un niveau de conscience comparable au nôtre? L'extinction d'Homo erectus nous confronte aussi à la question de la perte. Lorsqu'une espèce disparaît, surtout une espèce aussi remarquable qu'Homo erectus, que perdons-nous exactement? Sur le plan écologique, nous perdons un acteur qui jouait un rôle dans les écosystèmes, un prédateur, un compétiteur, un disperseur de graines, un transformateur d'habitat. L'extinction d'Homo erectus a probablement eu des répercussions en cascade sur les communautés écologiques dont il faisait partie. Sur le plan évolutif, nous perdons un réservoir de diversité génétique, des variations et des adaptations qui auraient pu être utiles dans des contextes futurs. Sur le plan culturel et intellectuel, nous perdons une perspective unique, une manière différente de résoudre les problèmes de l'existence, une tradition de savoir accumulée sur des millions d'années. Mais la perte la plus profonde est peut-être existentielle. Chaque espèce consciente représente un point de vue unique sur l'univers, une manière singulière d'expérimenter la réalité. Lorsque Homo erectus a disparu, cette perspective s'est éteinte avec lui. Plus jamais un être vivant ne verra le monde à travers les yeux d'Homo erectus, ne pensera avec son cerveau, ne sentira avec ses émotions. C'est une perte irréparable, une diminution de la richesse expérientielle de l'univers. Ces réflexions peuvent sembler mélancoliques, voire pessimistes, mais elles sont nécessaires. Elles nous rappellent que l'existence est précaire, que rien n'est garanti et que nous devons chérir et protéger la vie sous toutes ses formes tant qu'elle existe. Aujourd'hui, alors que nous sommes la seule espèce humaine restante, nous portons une responsabilité immense. Nous sommes les gardiens non seulement de notre propre survie, mais aussi de celle d'innombrables autres espèces qui partagent notre planète. L'extinction d'Homo erectus nous rappelle que nous pouvons échouer, que nous pouvons disparaître, mais elle nous rappelle aussi que tant que nous existons, nous avons le pouvoir d'agir, de changer, de protéger. Revenons maintenant aux derniers jours d'Homo erectus. Imaginons Java, il y a 100 000 ans. L'île tropicale est luxuriante, couverte de forêts denses entrecoupées de rivières et de marécages. Des volcans actifs ponctuent le paysage, leur panache de fumée s'élevant vers le ciel. La faune est riche et diversifiée, éléphants nains, rhinocéros, tigres, crocodiles géants. Et quelque part dans cette mosaïque d'habitats vivent les derniers représentants d'Homo erectus. Ces individus ne savent pas qu'ils sont les derniers. Pour eux, la vie continue comme elle l'a toujours fait, suivant les rythmes immuables des saisons et des générations. Chaque jour apporte ses défis. Trouver de la nourriture, éviter les prédateurs, entretenir les liens sociaux, prendre soin des jeunes. Les anciens transmettent leurs connaissances aux plus jeunes, montrant comment tailler un biface ou trouver de l'eau en saison sèche, comment lire les traces d'animaux dans la boue. Les nuits, le groupe se rassemble autour du feu, partageant chaleur et sécurité, mais quelque chose change lentement. Peut-être que les proies habituelles deviennent plus rares, forcées de migrer par des changements climatiques subtils. Peut-être que de nouveaux prédateurs arrivent, plus dangereux que ceux auxquels ils sont habitués. Peut-être qu'une sécheresse prolongée réduit les sources d'eau, forçant le groupe à se déplacer plus fréquemment. Ou peut-être qu'un jour, ils aperçoivent au loin d'autres humains, différents d'eux, avec des outils étranges et des comportements incompréhensibles, des Homo sapiens. La rencontre, si elle a eu lieu, a dû être étrange et troublante des deux côtés. Homo erectus et Homo sapiens, séparés par près d'1 million d'années d'évolution divergente, se faisant face. Peut-être y a-t-il eu de la curiosité, peut-être de la peur, peut-être de l'hostilité, peut-être ont-ils tenté de communiquer, découvrant avec frustration que leur système de communication était mutuellement inintelligible. Peut-être y a-t-il eu des échanges, des objets troqués, des gestes de paix ou de menace.
Ou peut-être se sont-ils simplement évités, chacun restant sur son territoire. Mais à long terme, la coexistence n'était pas viable. Homo sapiens, avec ses avantages technologiques et cognitifs, occupait progressivement tous les espaces disponibles. Les territoires d'Homo erectus se rétrécissaient, les ressources devenaient insuffisantes, la population déclinait. Peut-être qu'à un certain moment, il ne restait qu'un seul groupe, une petite bande d'individus accrochés à l'existence dans un recoin isolé de Java. Et puis, inévitablement, ce groupe aussi a disparu. Une épidémie peut-être, une catastrophe naturelle, une éruption volcanique ou une inondation. Ou simplement l'attrition démographique des décès qui ne sont plus compensés par des naissances jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Le dernier Homo erectus, quel qu'il soit, où qu'il soit, est mort sans savoir qu'il était le dernier. Il est mort comme n'importe quel autre membre de son espèce avant lui, peut-être entouré de quelques compagnons, peut-être seul. Avec sa mort s'éteignait une lignée ininterrompue remontant à 2 millions d'années, une chaîne de vie reliant chaque génération à la précédente depuis les origines africaines de l'espèce. Cette chaîne, qui avait tenu pendant tant de millénaires, se brisait enfin. Mais les os restaient. Certains individus d'Homo erectus mouraient dans des conditions qui permettaient la fossilisation. Leur corps était rapidement recouvert de sédiments, protégés de la décomposition et du charognage. Au fil des millénaires, les minéraux infiltraient lentement leurs os, les transformant en pierre. Des millions d'années plus tard, l'érosion ou les activités humaines exposeraient ces fossiles, permettant leur découverte. Et c'est ainsi que nous connaissons aujourd'hui Homo erectus, grâce à ces restes pétrifiés qui ont survécu aux âges. La découverte des premiers fossiles d'Homo erectus a été une révélation. À la fin du XIXe siècle, la science de l'évolution humaine en était encore à ses balbutiements. Charles Darwin avait publié L'origine des espèces en 1859 et La descendance de l'homme en 1871, proposant que les humains descendaient de formes ancestrales simiesques. Mais les preuves fossiles étaient rares. Quelques ossements de néandertaliens avaient été trouvés en Europe, mais leur signification était débattue. Beaucoup de gens refusaient d'accepter l'idée que les humains avaient évolué, préférant croire en une création divine spéciale. C'est dans ce contexte qu'Eugène Dubois, un anatomiste néerlandais passionné par les idées darwiniennes, décida de partir à la recherche du chaînon manquant entre les singes et les humains. Convaincu que ce chaînon se trouverait dans les régions tropicales où vivaient les grands singes, il rejoignit l'armée coloniale néerlandaise et se fit poster aux Indes orientales néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Là, il commença à fouiller, d'abord à Sumatra, puis à Java. En 1891, sur les rives de la rivière Solo, près du village de Trinil, Dubois fit une découverte extraordinaire. Il trouva d'abord une dent, puis une calotte crânienne, et enfin un fémur. La calotte crânienne était étrange, avec des traits à la fois simiesques et humains. Elle avait un front bas et fuyant, des arcades sourcilières proéminentes, une capacité crânienne estimée à environ 900 cm3, intermédiaire entre celle des grands singes et celle des humains modernes. Le fémur, en revanche, était clairement adapté à la bipédie, presque identique à un fémur humain moderne. Dubois annonça qu'il avait découvert le chaînon manquant, qu'il nomma Pithecanthropus erectus, l'homme singe debout. La communauté scientifique réagit avec un mélange de fascination et de scepticisme. Certains acceptèrent que la découverte de Dubois représentait effectivement un ancêtre humain important. D'autres contestèrent cette interprétation, arguant que la calotte crânienne et le fémur n'appartenaient pas au même individu ou que Pithecanthropus était simplement un grand singe pathologique ou un humain moderne déformé par une maladie. Le débat fit rage pendant des décennies. Des découvertes ultérieures vindicèrent Dubois. D'autres fossiles similaires furent trouvés à Java, puis en Chine avec l'homme de Pékin, puis en Afrique. Il devint clair que Pithecanthropus erectus, rebaptisé Homo erectus, représentait une phase importante de l'évolution humaine, une espèce qui avait existé pendant une durée immense et sur une vaste aire géographique. Aujourd'hui, plus d'un siècle après la découverte de Dubois, Homo erectus est l'une des espèces humaines fossiles les mieux connues et les plus étudiées. L'histoire de la découverte d'Homo erectus est aussi celle de l'évolution de la paléoanthropologie en tant que discipline scientifique. Au début, les fossiles humains étaient rares, et chaque découverte suscitait des controverses passionnées. Les méthodes de datation étaient rudimentaires, basées sur la stratigraphie et la faune associée, conduisant à de grandes incertitudes. Les reconstructions des modes de vie préhistoriques étaient largement spéculatives, influencées par les préjugés culturels de l'époque. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé.
Les fossiles d'hominidés se comptent par milliers, provenant de centaines de sites à travers l'Afrique et l'Eurasie. Les méthodes de datation sont devenues extrêmement précises, utilisant la datation radiométrique, la résonance de spin électronique, la thermoluminescence, permettant d'attribuer des âges fiables même à des fossiles très anciens. Les analyses morphologiques utilisent des scanners CT et des modèles 3D, permettant d'étudier les fossiles sans les endommager et de comparer des spécimens du monde entier. Les études isotopiques révèlent des informations sur le régime alimentaire et les environnements. Les analyses de l'usure dentaire éclairent les habitudes alimentaires. Les reconstructions paléo-environnementales, basées sur les pollens fossiles, les sédiments, les faunes associées, permettent de reconstituer les paysages dans lesquels vivaient nos ancêtres. Et pourtant, malgré tous ces progrès, de nombreuses questions restent sans réponse. L'évolution humaine est un puzzle immense et complexe, et nous n'en possédons que quelques pièces. Chaque nouvelle découverte ajoute des informations, mais soulève aussi de nouvelles questions. C'est ce qui rend la paléoanthropologie si passionnante. C'est une science en constante évolution, où les paradigmes sont régulièrement remis en question, où les certitudes d'hier deviennent les controverses d'aujourd'hui. L'histoire d'Homo erectus illustre parfaitement cette dynamique. Pendant longtemps, Homo erectus était considéré comme un ancêtre direct d'Homo sapiens, un maillon dans une chaîne linéaire menant des australopithèques à nous. Aujourd'hui, cette vision linéaire a été remplacée par un modèle buissonnant, où Homo erectus représente une branche latérale de l'arbre généalogique humain, une branche qui a prospéré pendant longtemps mais qui s'est finalement éteinte. Homo sapiens ne descend pas directement d'Homo erectus, mais plutôt d'une lignée sœur, peut-être Homo heidelbergensis, qui a évolué parallèlement en Afrique. Cette nouvelle compréhension de l'évolution humaine, avec sa diversité d'espèces coexistantes et ses lignées multiples, est plus riche et plus nuancée que l'ancienne vision linéaire. Elle nous montre que l'histoire humaine n'était pas prédestinée, que nous, Homo sapiens, ne sommes pas l'aboutissement inévitable de l'évolution, mais simplement la lignée qui a survécu parmi de nombreuses autres. Si les circonstances avaient été différentes, si le climat avait évolué autrement, si certaines mutations n'avaient pas eu lieu, si certaines populations n'avaient pas migré au bon moment, l'histoire aurait pu être totalement différente. Peut-être que les Néandertaliens auraient survécu et dominé l'Europe. Peut-être qu'une autre espèce humaine encore inconnue aurait émergé et conquis le monde. L'histoire est contingente, dépendante d'une multitude de facteurs aléatoires et imprévisibles. Cette contingence de l'histoire nous rend humbles. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas spéciaux au sens cosmique, pas le but ultime de l'évolution, pas le projet d'un créateur bienveillant. Nous sommes le produit de milliards d'années d'évolution aveugle, guidés par la sélection naturelle et façonnés par d'innombrables événements aléatoires. Nous sommes, dans les mots du biologiste Stephen Jay Gould, un accident glorieux, une brindille sur l'arbre luxuriant de la vie, qui aurait pu tout aussi bien ne jamais exister. Mais cette contingence ne diminue en rien notre valeur ou notre signification. Au contraire, elle la rehausse. Le fait que nous existions contre toutes les probabilités, à travers d'innombrables dangers et extinctions potentielles, est extraordinaire. Nous sommes les héritiers de milliards d'ancêtres qui ont survécu, qui ont lutté, qui se sont reproduits, transmettant leurs gènes et leur culture à travers les âges. Chacun de nous porte en lui cette histoire épique, cette longue chaîne de survie remontant aux origines de la vie sur Terre. Et Homo erectus fait partie de cette chaîne. Même si nous ne descendons pas directement de lui, il reste notre cousin évolutif, une autre branche de la famille humaine. En étudiant Homo erectus, en comprenant comment il vivait, comment il s'adaptait, comment il a finalement disparu, nous apprenons sur nous-mêmes. Nous voyons les capacités et les limites de la forme humaine. Nous comprenons mieux les défis de la survie dans un monde en changement. Nous apprécions davantage notre propre existence, reconnaissant qu'elle n'est ni garantie ni permanente. L'extinction d'Homo erectus nous confronte à notre propre mortalité, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce. Tout comme les individus naissent et meurent, les espèces apparaissent et s'éteignent. C'est le cours naturel de l'évolution. La durée de vie moyenne d'une espèce mammifère est d'environ 1 million d'années. Homo erectus a dépassé cette moyenne, persistant pendant près de 2 millions d'années. Homo sapiens, avec seulement 300 000 ans d'existence, est une espèce relativement jeune. Nous avons potentiellement encore des centaines de milliers, voire des millions d'années devant nous si nous gérons sagement notre planète et évitons l'autodestruction. Mais rien n'est garanti. Les dangers sont nombreux. Changements climatiques, anthropiques, guerres nucléaires, pandémies, effondrement écologique, risques technologiques liés à l'intelligence artificielle ou aux biotechnologies,
survie. Chacun de ces risques pourrait, dans le pire des cas, mener à l'extinction d'Homo sapiens ou à une réduction drastique de la population humaine. L'histoire d'Homo erectus nous rappelle que même les espèces prospères peuvent disparaître. Elle nous incite à la prudence, à la prévoyance, à la responsabilité. Mais elle nous inspire aussi. Homo erectus a survécu à d'innombrables défis pendant 2 millions d'années. Il a traversé des glaciations, des sécheresses, des éruptions volcaniques, des changements environnementaux majeurs. Il a coexisté avec des prédateurs redoutables et des compétiteurs tenaces. Et pendant tout ce temps, il a maintenu sa lignée, innovant, s'adaptant, persévérant. Cette résilience est aussi notre héritage. Nous avons en nous les gènes, pas directement, mais métaphoriquement, de la survie, de l'adaptation, de la persévérance. Si nous faisons preuve de la même résilience, de la même créativité, de la même coopération que nos ancêtres, nous pouvons surmonter les défis de notre époque et assurer un avenir pour notre espèce et pour la biosphère dont nous faisons partie. En conclusion, l'histoire d'Homo erectus est une histoire de triomphe et de tragédie. C'est l'histoire d'une espèce qui a régné sur la Terre pendant près de 2 millions d'années, qui a innové, exploré, prospéré. C'est aussi l'histoire d'une disparition mystérieuse et inéluctable face à des forces que nous commençons seulement à comprendre. Homo erectus nous a légué un héritage immense, anatomique, culturel, comportemental. Sans lui, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Homo erectus nous a aussi laissé un avertissement. Aucune espèce, aussi prospère soit-elle, n'est à l'abri de l'extinction. La vie est précaire, contingente, vulnérable. Notre existence en tant qu'Homo sapiens n'est pas garantie. Elle dépend de nos choix, de nos actions, de notre capacité à gérer sagement notre planète et nos technologies. Alors que nous nous tenons au bord d'un avenir incertain, confrontés à des défis globaux sans précédent, nous ferions bien de nous souvenir d'Homo erectus. Nous devons nous souvenir de sa résilience, de son adaptabilité, de sa capacité à survivre dans des conditions difficiles. Nous devons aussi nous souvenir de sa disparition, du fait que même 2 millions d'années de succès n'ont pas empêché son extinction finale. L'histoire d'Homo erectus n'est pas seulement une histoire du passé. C'est aussi une histoire du présent et du futur. C'est notre histoire, celle de la famille humaine dans toute sa diversité et sa complexité. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans le temps, que nous sommes connectés à une longue chaîne d'ancêtres et, espérons-le, de descendants. C'est un appel à l'humilité, à la prudence et à la responsabilité envers toutes les formes de vie avec lesquelles nous partageons cette planète. Les fossiles d'Homo erectus, dispersés dans les musées du monde entier, continuent de nous parler. Ils nous disent « Nous avons vécu, nous avons aimé, nous avons lutté, nous avons survécu pendant des millions d'années. Nous étions humains, à notre manière. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. Et finalement, nous avons disparu, cédant la place à d'autres. Maintenant, c'est votre tour. Que ferez-vous de votre temps sur cette terre? Comment utiliserez-vous l'intelligence et la créativité que nous vous avons léguées? Survivrez-vous plus longtemps que nous? Ou connaîtrez-vous le même sort? Ces questions restent sans réponse. L'avenir n'est pas écrit. Mais en comprenant le passé, en étudiant l'histoire d'espèces comme Homo erectus, nous pouvons mieux naviguer le présent et façonner l'avenir. Nous pouvons apprendre de leurs succès et de leurs échecs. Nous pouvons honorer leur mémoire en persévérant, en nous adaptant, en innovant, tout en restant humbles face aux forces qui nous dépassent. Homo erectus est mort, mais il n'est pas oublié. Chaque jour, des chercheurs à travers le monde travaillent à dévoiler ses secrets, à reconstituer son histoire, à lui redonner vie, ne serait-ce qu'une fois qu'en imagination et en modèle scientifique. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la vérité sur cette espèce fascinante. Et chaque fragment de connaissance que nous gagnons enrichit notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'histoire de la vie. Alors que nous terminons ce voyage à travers le temps, revenons un instant à Java, à cet endroit où les derniers Homo erectus ont peut-être vécu. Aujourd'hui, l'île est densément peuplée par nous, Homo sapiens. Des villes modernes s'étendent là où autrefois des forêts primaires abritaient nos cousins évolutifs. Des routes goudronnées traversent les anciens territoires de chasse. Des rizières en terrasse couvrent les pentes où des groupes d'Homo erectus cherchaient leur subsistance. Le monde a changé, transformé par notre espèce au point d'être presque méconnaissable. Mais si vous savez où chercher, si vous vous aventurez dans les collines érodées, dans les couches de sédiments exposées par les rivières ou les carrières, vous pouvez encore trouver des traces d'Homo erectus. Un outil de pierre ici, un fragment d'os fossilisé là.
Ces vestiges témoignent d'une présence, d'une vie, d'une histoire. Ils nous relient au passé, nous rappellent que nous ne sommes pas les premiers, ni probablement les derniers, à fouler cette terre. Et peut-être, dans 2 millions d'années, une autre espèce intelligente, que nous ne pouvons pas encore imaginer, fouillera les couches géologiques et découvrira nos fossiles. Elle se demandera qui nous étions, comment nous vivions, pourquoi nous avons disparu. Elle étudiera nos outils, nos villes en ruine, nos artefacts, essayant de reconstituer notre histoire. Et peut-être se posera-t-elle les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui sur Homo erectus. Étaient-ils vraiment intelligents? Avaient-ils une conscience? Pourquoi n'ont-ils pas survécu? L'histoire se répète, ou du moins elle rime. Les espèces apparaissent, prospèrent, déclinent, disparaissent. Certaines laissent des descendants qui évoluent en forme nouvelle. D'autres s'éteignent complètement, ne laissant que des fossiles comme témoignage de leur existence. Homo erectus appartenait à la deuxième catégorie, une branche qui s'est terminée, une expérience évolutive qui n'a pas donné de continuation directe. Mais en un sens plus profond, Homo erectus survit. Il survit dans les leçons que nous tirons de son histoire. Il survit dans les gènes des autres espèces humaines qu'il a peut-être influencées. Il survit dans les innovations qu'il a pionnerisées et que nous avons héritées indirectement. Il survit dans notre mémoire collective, dans les musées, dans les livres, dans les documentaires, dans les discussions scientifiques, et il survit dans notre conscience que nous ne sommes qu'une espèce parmi de nombreuses dans la grande saga de l'évolution humaine. Une espèce qui a la chance d'exister maintenant, mais dont l'avenir reste incertain. Alors, chers voyageurs, nous voici à la fin de notre voyage à travers l'histoire d'Homo erectus. Nous avons vu comment cette espèce est apparue en Afrique il y a 2 millions d'années, comment elle a évolué, développé de nouvelles capacités, maîtrisé le feu, fabriqué des outils sophistiqués. Nous avons suivi sa migration épique hors d'Afrique, sa colonisation de l'Asie, sa persistance pendant des centaines de milliers d'années dans des environnements variés. Nous avons exploré les théories sur sa disparition, compétition avec Homo sapiens, changement climatique, isolation géographique. Et nous avons réfléchi à la signification de son histoire pour nous aujourd'hui. L'histoire d'Homo erectus n'est pas qu'une curiosité du passé. C'est un miroir dans lequel nous pouvons voir notre propre reflet, nos propres vulnérabilités, nos propres potentialités. C'est un rappel que l'existence est précieuse et précaire, que chaque espèce, chaque individu, chaque moment est unique et irremplaçable. C'est un appel à vivre pleinement, à apprécier le miracle de la vie, à agir avec sagesse et responsabilité envers les générations futures et envers toutes les formes de vie avec lesquelles nous partageons cette planète. Homo erectus a régné pendant 2 millions d'années, un succès extraordinaire par tous les standards. Et puis, il a disparu, victime de forces qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Nous, Homo sapiens, sommes maintenant les maîtres de la Terre. Combien de temps tiendrons-nous? Que laisserons-nous comme héritage? Ces questions, seul l'avenir y répondra. Mais en nous souvenant d'Homo erectus, en honorant sa mémoire, en apprenant de son histoire, nous augmentons nos chances de survivre, de prospérer et peut-être, un jour, de comprendre enfin notre place véritable dans l'immensité du cosmos et dans le flux inexorable du temps. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers le temps. N'oubliez pas de partager cette histoire, de la transmettre, car c'est dans la transmission du savoir, dans le partage des connaissances, que réside l'essence même de l'humanité. C'est ce qu'Homo erectus faisait autour de ses feux il y a 1 million d'années. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui nous permettra, à nous et à nos descendants, de perdurer bien au-delà de ce que nous pouvons actuellement imaginer. L'histoire d'Homo erectus est terminée, mais notre histoire, l'histoire d'Homo sapiens, continue. À nous d'écrire les chapitres suivants avec sagesse, courage et espoir.